Je me tenais là, au milieu de la grande salle de réception de l'hôtel Intercontinental, et l'air était si lourd qu'il était difficile de respirer. Mon cœur cognait contre mes côtes, une cadence si régulière, comme un tambour en pleine panique. Les regards, il y en avait tellement. Des yeux froids, perçants, qui vous jugeaient, vous évaluaient, cherchant la moindre fissure. Des hommes puissants, les chefs de clan de Marseille, comme les appelait Julien, et moi, Marie Duval, une simple cuisinière, une fille sans passé reluisant, sans diplôme, au milieu de ce cénacle où chaque silence pesait plus lourd qu'une menace. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle dans ma tête, comme une vieille mélodie entêtante. Je sentais la main de Julien, son pouce frottant légèrement le dos de la mienne, un contact subtil, presque invisible, mais qui était une encre. Ça, je me le rappelais. Ce geste silencieux, c'était tout Julien. Une force tranquille, une promesse qu'il ne disait pas, mais qu'il me montrait. Il m'avait dit de ne pas avoir peur, mais la peur était là, présente, un nœud tenace dans mon ventre. Elle n'était pas pour moi, cette peur, pas entièrement. Elle était pour Julien, pour Pierre, pour ce petit monde que nous avions, d'une manière improbable, commencé à construire. Je savais que j'étais la raison de toute cette tension, de ces murmures glaçants, de ces regards hostiles qui glissaient sur ma simple robe bleu nuit. Quelques semaines plus tôt, j'aurais fui sans me retourner. J'avais failli m'en aller par la porte de derrière de cette immense demeure qui était devenue ma prison dorée, ou peut-être, de manière encore plus étrange, mon refuge. Mon sac à dos sur l'épaule, le cahier de recettes de Méméjane serré contre ma poitrine, une peur insidieuse au fond de moi que je ne m'appartenais plus. Je m'étais vu prendre la place d'une autre femme, d'Hélène, la femme de Julien, la mère de Pierre, partie trop tôt. Cette pensée m'avait glacé jusqu'aux os. Je ne savais plus à qui j'appartenais. J'étais une tache d'encre sur un tissu blanc, un corps étranger dans cette maison de luxe, une intruse qui avait osé s'attacher à un enfant qui n'était pas le sien. C'était la peur la plus forte, celle de ne pas être à ma place. Je m'en souviens comme si c'était hier. La pluie. 3 jours de pluie glaciale sur Saint-Malo, ou du moins, c'est ce que je crois. J'étais là, devant ce portail monumental, les grilles en fer forgé qui semblaient vouloir retenir le monde entier. Le vent fouettait mon visage, chaque goutte une petite gifle. Mon sac à dos, déjà si usé, s'imprégnait de plus en plus d'humidité. Je n'avais plus rien. Enfin, presque. L'unique héritage de Méméjane. Son tablier jauni par le temps, brodé d'une petite fleur de lavande fanée, et son vieux cahier de recettes, aux pages gondolées par tant d'usages et de larmes séchées. Les gardes. Ils riaient, leur voix moqueuse résonnant à travers l'interphone. Ils devaient me prendre pour une folle, une vagabonde de plus. Ce n'est pas faux, j'étais une vagabonde. Mais pas folle, pas tout à fait. J'avais juste un objectif, gravé au fer rouge dans ma mémoire. J'avais lu cette annonce, un petit encart dans un vieux journal ramassé sur un banc public, un de ces papiers où je cherchais n'importe quel petit boulot pour avoir de quoi manger. L'histoire d'un enfant qui refusait de manger. Un enfant en train de mourir de chagrin. Pierre, le nom sonnait si doux, si fragile. J'avais vu ma propre histoire dans ces quelques lignes, ce désespoir que j'avais connu moi aussi. Je me suis dit, s'il y a un espoir, c'est avec mes mains que je dois le trouver. Le portail s'est finalement ouvert, non pas devant ma main tendue vers la sonnette, mais avant même que je n'aie pu la toucher. Sophie Lambert, la gouvernante, une femme aux cheveux argentés impeccablement tirés, comme une tour de guet dressée, s'est tenue dans l'embrasure de la porte. Son regard, il était plus froid encore que la pluie qui dégoulinait sur mon visage. Je me rappelle son dégoût. Je pouvais sentir la flaque d'eau qui s'accumulait sous mes pieds sur le marbre immaculé de l'entrée. Mon manteau fin, plaqué contre ma peau. Mon sac à dos moucheté de sel. Elle a essayé de me faire partir, sa voix comme des lames de verre frottées l'une contre l'autre. Sortez d'ici tout de suite.
Savez-vous chez qui vous êtes? C'est la maison de Julien Dubois. Nous ne laissons pas les vagabonds franchir le seuil. Je n'ai pas reculé d'un pas. J'ai tenu son regard, le mien aussi sec et tranchant que l'acier, même si la pluie continuait de courir sur mes joues. 50 chefs sont venus et repartis, j'ai dit, ma voix pas particulièrement forte, mais chaque mot résonnait comme une pierre tombant. Vos maîtres, vos experts, ils ont tous échoué. Si vous me jetez dehors maintenant, vous choisissez de laisser ce bébé mourir. Je savais que c'était dur, que c'était sans pitié, mais l'urgence dans mes tripes était trop grande. J'avais besoin de leur faire entendre la vérité brute. Sophie a gelé, sa main levée pour me repousser suspendu dans les airs. J'avais mentionné Pierre et c'était apparemment un sujet tabou dans cette maison. Une blessure trop profonde. C'est là que Julien est apparu. Il descendait le grand escalier, chaque pas lourd, comme un nuage d'orage. Un costume gris anthracite parfaitement ajusté, ses larges épaules supportant le poids de tout un empire souterrain. L'encre de ses tatouages, qui remontait de ses poignets jusqu'à son cou, dessinait une carte d'un passé dont personne n'osait poser de questions. Ses yeux gris, je me souviens qu'ils étaient immobiles, assombris par une fatigue que l'argent ne pouvait pas guérir. Dans ses bras, Pierre, recroquevillé dans une couverture de cachemire, si petit qu'il ne faisait presque pas de vagues contre la poitrine de son père. Son petit visage était creusé, ses yeux à moitié ouverts, à moitié fermés. Tout le personnel baissait la tête sur le passage de Julien. Mais lui, il ne les regardait pas. Il s'est arrêté au pied de l'escalier, son regard se posant sur la jeune femme trempée que j'étais, au milieu de son foyer. Il a tout vu. L'ourlet déchiré de mon pantalon, le tissu bon marché de mon manteau, la boue sur mes chaussures. Il aurait dû ordonner qu'on me jette dehors. Il aurait dû se sentir insulté par ma présence. Mais quand j'ai levé la tête, je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas tremblé. J'ai regardé droit dans les yeux de l'homme que toute la ville craignait, avec un regard qu'il n'avait vu chez aucun des 50 chefs avant moi. Pas l'avidité pour 5 millions d'euros, pas l'arrogance et des diplômes, pas la peur. Un feu tranquille, brûlant avec la même intensité que celle qu'il avait jadis utilisée pour régner sur cette ville. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Julien a baissé les yeux vers la petite main inerte de Pierre, posée sur sa poitrine, et il a compris que le luxe et les experts ne l'avaient fait que se rapprocher d'un enterrement. « Laissez-la entrer », a-t-il dit, sa voix rocailleuse. La bouche de Sophie s'est ouverte. « Mais monsieur, le sol, elle est sale. » J'ai dit « laissez-la entrer », a-t-il répété, le tranchant dans sa voix assez aiguë pour couper toute objection. Il s'est tourné vers moi. « La cuisine est à vous, mais comprenez bien ceci. Si vous me faites perdre mon temps, si vous donnez de l'espoir à mon fils et le laissez ensuite retomber, il n'y aura nulle part sur cette terre où vous pourrez vous cacher de moi. Je n'ai pas scellé. J'ai simplement ajusté la sangle de mon sac à dos sur mon épaule et j'ai dépassé les domestiques raides, me dirigeant vers l'arrière de la maison, vers la cuisine. La cuisine industrielle de la famille Dubois était une forteresse d'acier inoxydable et de granit noir, plus grande que l'appartement dans lequel la plupart des Marseillais vivraient toute leur vie. Des équipements valant des millions bordaient les murs. D'énormes réfrigérateurs contenaient des ingrédients du monde entier. Truffes de Dordogne, bœuf wagyu du Japon, ou peut-être était-ce de l'Aubrac, je ne sais plus, je me souviens juste que c'était de la viande chère. Safran d'Iran, caviar de la mer Caspienne. Je suis passé devant tout ça. Je n'ai ouvert aucun placard, je n'ai touché aucun pot d'épices. J'ai posé mon sac à dos sur le comptoir en acier, l'ai ouvert et j'en ai sorti ce que n'importe quel chef étoilé aurait dédaigné. Quelques pommes de terre, quelques carottes, un bouquet d'oignons, une poignée de feuilles de thym séchées, du sel de Guérande et un paquet de viande de bœuf fraîche acheté avec mes dernières pièces. Puis, j'ai sorti un petit carnet, sa couverture usée, ses pages jaunies remplies d'une écriture bleue et tremblante.
Le livre de recettes de Mémé Jeanne, la seule chose qu'il me restait de la femme qui m'avait élevé. Enfin, j'ai sorti un tablier. Du coton blanc, jauni par l'âge, brodé à la main dans un coin d'une petite fleur de lavande. Le fil délavé. Je l'ai mis, l'ai noué derrière mon dos, et je suis resté immobile un instant, comme si j'attachais une armure à mon corps. Puis j'ai cuisiné. Pas le genre de cuisine que faisaient les chefs étoilés, avec des techniques moléculaires et des dressages de plats dignes de tableaux. J'ai cuisiné comme Mémé Jeanne m'avait appris. Lentement, à la main, à l'instinct, avec le cœur. J'ai coupé les légumes avec le petit couteau que j'avais apporté, sans jamais tendre la main vers le coûteux ensemble de couteaux accrochés au mur. J'ai remué la marmite avec une vieille cuillère en bois. J'ai goûté avec ma langue, assaisonné à l'intuition, et j'ai laissé le temps faire le reste. Un bœuf bourguignon mijoté lentement, la viande fondant dans un bouillon épais, avec des pommes de terre, des carottes, des oignons caramélisés et du thym. Rien de luxueux, rien qui n'aurait été impressionnant sur le papier. Mais quand l'odeur a commencé à se répandre, quelque chose a changé. Le thym, l'ail, le bœuf mijoté doucement, tressé avec la chaleur farineuse des pommes de terre, s'est échappé de la cuisine, a traversé les couloirs de marbre, a escaladé le grand escalier en chaîne, s'est glissé dans chaque pièce. Ce n'était pas l'odeur d'un restaurant 5 étoiles. C'était l'odeur de la maison, d'une cuisine chaleureuse, de la sécurité. L'odeur de quelqu'un qui cuisine pour la personne qu'il aime. Et pour la première fois depuis de longs mois, le domaine Dubois, la maison transformée en tombe depuis le jour où Hélène était partie, portait l'odeur de la vie. J'ai gravi l'escalier, un bol de ragoût dans les mains. La chaleur s'élevait du bouillon épais et brillant, se transformant en une légère brume qui s'enroulait autour de mes doigts. J'ai avancé le long d'un long couloir tapissé de velours noir, devant des peintures à l'huile dans des cadres dorés, devant des portes closes de chaque côté, chacune cachant une pièce vide dans laquelle personne n'était entré depuis très longtemps. Cette maison était si vaste que mes pas résonnaient comme si je marchais dans une église abandonnée. Au bout du couloir, Édouard Leclerc, le chef de la sécurité, montait la garde devant une porte peinte en blanc. Il m'a regardé avec méfiance, mais il s'est écarté sans un mot, car l'ordre du patron était absolu. J'ai poussé la porte et suis entré dans la chambre de Pierre. La chambre était plus grande que l'appartement dont j'avais rêvé un jour. Un berceau en chêne blanc trônait au centre. Drap de soie, lourds rideaux scellant chaque fenêtre. Pas un seul rayon de lumière naturelle. Des jouets coûteux bordaient les étagères, encore scellés dans leurs boîtes, jamais ouverts. Un énorme ours en peluche était assis dans un fauteuil, ses yeux vitreux fixant le vide. Tout était cher, impeccable et froid jusqu'aux os. Cette pièce ne ressemblait pas à une chambre d'enfant. Elle ressemblait à une salle d'attente d'hôpital où l'on attend de mauvaises nouvelles. Pierre gisait au milieu du lit, si petit qu'il disparaissait presque dans les draps d'un blanc pur. Ses cheveux bruns ternes s'étalaient sur l'oreiller. Ses yeux étaient à moitié fermés. Sa respiration était si légère que je devais surveiller attentivement pour voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. Je suis resté dans l'embrasure de la porte 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis j'ai fait ce qu'aucun des 50 chefs avant moi n'avait jamais fait. Je n'ai pas posé le bol sur la table de chevet. Je n'ai pas dit « mange, mon chéri ». Je n'ai pas essayé de le cajoler ou de le forcer. Au lieu de cela, je me suis assis sur le parquet froid, juste à côté du lit. J'ai posé le bol de ragoût sur mes genoux et j'ai commencé à manger. J'ai pris une cuillerée, j'ai soufflé dessus, je l'ai porté à ma bouche et j'ai fermé les yeux. Puis j'ai commencé à raconter une histoire, ma voix douce sans regarder Pierre, comme si je parlais à moi-même ou à quelqu'un qui était parti très loin, mais vivait toujours dans ma mémoire. Ma grand-mère s'appelait Mémé Jeanne, j'ai dit. Elle vivait dans une petite maison en Bretagne, juste au bord d'une forêt de pins, où chaque matin, quand on ouvrait la porte, l'odeur de la résine de pin s'engouffrait, plus chaleureuse que n'importe quelle cheminée. Elle avait une vieille chatte nommée Poivre,
au pelage gris argenté, si paresseuse qu'elle passait la journée allongée au pied du poêle, et attendant qu'elle fasse tomber quelque chose par terre. Chaque après-midi, elle préparait un ragoût dans une grande marmite en fonte noire, plus grande que ma tête. Et elle disait toujours que le secret n'était pas dans les ingrédients. Le secret était de savoir pour qui tu cuisinais. J'ai pris une autre cuillerée, mangeant lentement. Elle disait que chaque bol de ragoût était une lettre d'amour. Tu ne l'écrivais pas à l'encre. Tu l'écrivais dans le temps, dans la patience, dans la façon dont tu surveillais la marmite pendant des heures, juste pour t'assurer que le bœuf devienne tendre et les carottes sucrées. Elle cuisinait pour moi tous les jours jusqu'au jour où elle n'a plus pu. Et chaque fois que je le refais, j'entends sa voix juste à mon oreille. Ma voix n'était pas plus forte que la pluie qui frappait la fenêtre. Je n'essayais pas d'attirer l'attention sur moi. Je racontais simplement, comme si c'étaient les histoires que je racontais chaque soir avant de dormir, pour que le souvenir de Mémé ne s'estompe pas. Mais sur le lit, quelque chose se passait. Pierre a ouvert les yeux. Pas le regard creux, à moitié éveillé, à moitié perdu, auquel tous les médecins et tous les chefs s'étaient habitués. Il a ouvert les yeux et a regardé, et vraiment regardé, pour la première fois depuis des semaines. Il n'a pas regardé le bol de ragoût. Il a regardé la fille assise sur le sol de son père, mangeant du ragoût et parlant d'une vieille femme et d'un chat paresseux. J'ai senti son regard, mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien fait qui puisse briser ce moment fragile. J'ai seulement posé la cuillère dans le bol, poussé doucement le bol vers le bord du lit, et j'ai parlé de la voix la plus ordinaire que je pouvais maîtriser. Si tu veux essayer, c'est là. Personne ne te force. Puis j'ai tourné mon visage vers la fenêtre, comme si le fait qu'il mange ou non n'était pas la chose la plus importante au monde. Comme si je n'avais aucune idée que 5 millions et 50 chefs avaient échoué exactement là où j'étais assise maintenant. Le silence. Si long, si profond, que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale, la pluie contre la vitre, les battements de mon propre cœur dans ma poitrine. Puis un son, petit, plus léger qu'un souffle. Le bruissement du tissu de la couverture alors qu'une petite main, si fine qu'on pouvait voir chaque articulation osseuse, sortait de sous le bord. Des doigts tremblants ont touché le manche de la cuillère, s'y sont refermés. Pierre a pris une cuillerée de ragoût, l'a portée lentement à sa bouche et a mangé. La cuillère a de nouveau touché le bol, puis encore. Dehors, par la porte entr'ouverte, Julien Dubois se tenait adossé au mur du couloir. Il était là depuis que j'étais entré. Le dos tourné à l'embrasure de la porte, les yeux baissés vers le sol, écoutant chaque mot à travers l'interstice. Il m'avait entendu parler de ma grand-mère, du chat, de l'odeur de pain. Il avait entendu ma voix, légère comme le vent à travers les arbres. Et puis il l'avait entendu, la cuillère tapant contre le bol, le plus petit son, le son le plus ordinaire, dénué de sens pour quiconque sur cette terre. Mais pour Julien Dubois, c'était le son qu'il avait cru ne jamais entendre à nouveau. Son fils mangeait. Les jambes de l'homme le plus puissant de Marseille ont fléchi. Son dos a glissé le long du mur jusqu'à ce qu'il s'asseye sur le sol du couloir, la tête inclinée vers l'avant, les mains tatouées couvrant son visage. Ses épaules tremblaient. Aucun son n'en sortait. Pas un sanglot, pas un soupir, pas même un souffle brisé. Seulement le silence d'un homme qui avait oublié comment pleurer il y a longtemps et ne pouvait s'arrêter maintenant, car une inconnue assise sur son sol venait de faire ce que le monde entier n'avait pas pu, avec un bol de ragoût et une histoire sur un vieux chat nommé Poivre. Le lendemain matin, le premier rayon de soleil de Marseille a percé les nuages gris laissés par la tempête de la nuit précédente et est tombé dans la cuisine où j'étais debout depuis 5 heures du matin, préparant le repas suivant. Je me tenais près du poêle, remuant une casserole de flocons d'avoine au miel et à la cannelle, lorsque des pas familiers ont résonné derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Julien Dubois debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Toujours dans son costume,
mais sans cravate, son col ouvert, comme s'il avait veillé toute la nuit et n'avait pas pris la peine de se changer. Il était différent de l'homme effrayant sur l'escalier la nuit d'avant. Non pas parce qu'il était moins dangereux, mais parce que pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, ses yeux gris n'étaient pas complètement sombres. Il y avait quelque chose de profond à l'intérieur, fragile et petit, comme une bougie vacillant derrière un épais mur. « Pierre a fini tout le bol », a-t-il dit, sa voix essayant de rester égale, bien qu'un léger tremblement s'accrochât au dernier mot qu'il ne pouvait cacher. Pour la première fois en 4 mois, le garçon avait refusé chaque morceau de nourriture solide pendant 4 mois, ne survivant que grâce au liquide que les médecins lui forçaient à prendre. Je n'ai pas parlé, j'ai seulement hoché la tête, car je comprenais que c'était un homme peu habitué à dire merci, et je n'en avais pas besoin. Julien est entré dans la cuisine, s'arrêtant à quelques pas de moi, les mains dans les poches, mais ses épaules inclinées vers l'avant, comme si ce qu'il allait dire avait été pesé pendant la longue nuit. « Je veux que vous restiez. Votre salaire sera 10 fois celui de n'importe quel chef ayant jamais travaillé dans cette maison. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Je l'ai étudié un long moment, puis j'ai secoué la tête. « Je n'ai pas besoin de votre argent, » j'ai dit, mon ton n'étant pas fier, mais simplement honnête. J'ai besoin d'une petite chambre, de liberté dans cette cuisine et de personne qui n'interfère avec ma façon de cuisiner. C'est tout. Julien m'a regardé comme si j'avais parlé une langue qu'il n'avait jamais entendue, parce que dans son monde, tout le monde avait un prix. Chaque loyauté pouvait être achetée et quelqu'un qui refusait l'argent était soit dangereux, soit fou. Mais il a hoché la tête. Derrière nous, Sophie Lambert est entrée, le dos droit et le visage crispé. « Monsieur, je dois dire que c'est une décision mal avisée. Elle n'a aucun diplôme, aucun dossier, aucune référence d'aucune sorte. C'est une vagabonde qui est sortie de la pluie, et nous ne savons même pas qui elle est. » Julien ne s'est pas retourné pour la regarder. Il a prononcé une seule phrase, sa voix basse et plate comme un lac avant l'orage. Elle a fait ce que 50 chefs n'ont pas pu. Elle reste. Fin de la discussion. Sophie a pincé les lèvres, les lignes autour de sa bouche s'accentuant, mais elle a baissé la tête et a quitté la cuisine en silence. Parce que dans cette maison, quand Julien Dubois disait que c'était fini, c'était vraiment fini. Attendez, je dois faire une pause ici. Ça, toute cette situation, c'est juste absurde. Je veux dire, pensez-y un instant. Le grand chef de la pègre de Marseille, l'homme dont le nom fait trembler les murs, qui se retrouve à débattre avec sa gouvernante pour garder une cuisinière sans le sou. Pour moi qui ai toujours vécu de débrouille, qui ai vu la dureté de la rue, ça semblait sortir d'un mauvais film. Je veux dire, qui est-ce qui refuse 10 fois le salaire des autres dans un monde où l'argent est roi? Personne que je connaisse. Ou peut-être que si, en fait si. Moi. Mais à ce moment-là, j'étais juste perdu. Était-ce de la folie? De la dignité? Un mélange des deux? Je ne sais pas. Je n'avais rien d'autre. Pas d'argent, pas de statut, pas de nom, seulement mes mains et le souvenir des leçons de Mémé. Et peut-être que c'était ça, la force, le fait de ne rien avoir à perdre. Mais tout a donné. C'est étrange de regarder en arrière et de voir à quel point les choses étaient floues, à quel point je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. Je pensais juste à Pierre, à ce petit être fragile qui s'éteignait. Le reste, c'était du bruit. Et d'ailleurs, ce bruit n'allait pas tarder à devenir assourdissant. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre bœuf bourguignon. Et ainsi Marie Duval est restée. On m'a donné une petite chambre au rez-de-chaussée, juste à côté de la cuisine. Assez grande pour un lit simple, une armoire, et une petite table où j'ai posé le carnet de recettes de Mémé Jeanne. J'ai accroché le tablier brodé de lavande à un crochet derrière la porte, et pour la première fois en de nombreuses années d'errance, j'avais un endroit à moi. Les jours qui ont suivi ont défilé comme une mélodie, trouvant lentement son harmonie. Je cuisinais tous les jours, sans jamais me répéter, sans suivre de schéma.
Chaque repas, une nouvelle histoire. Le deuxième jour, c'était un pâté en croûte au poulet, une croûte feuilletée recouvrant une garniture crémeuse de poulet et de légumes mijotés. L'odeur de beurre chaud s'échappant du four quand j'ouvrais la porte. Le troisième jour, des macaronis au fromage. Pas le genre en boîte, mais la version de méméjane avec 3 sortes de fromage, gratiné jusqu'à ce que le dessus devienne doré et que l'intérieur s'étire en longs fils. Le quatrième jour, un crumble aux pommes. Des pommes tranchées mélangées à de la cannelle et du sucre roux. Garni d'un mélange croustillant de beurre et d'amandes, tout droit sorti du four, servi avec une boule de glace à la vanille. Chaque plat s'accompagnait d'une petite histoire de ma part, racontée doucement alors que j'étais assise à côté de Pierre, sans jamais le forcer, sans jamais le presser. Et Pierre mangeait. Le premier jour, il a pris quelques cuillerées et a détourné son visage. Le deuxième jour, la moitié d'un bol. Le troisième jour, le bol entier. Et pour la première fois, il a levé les yeux vers moi ensuite, comme pour demander s'il y en avait encore. À la fin de la première semaine, Pierre est sorti du lit de lui-même, a descendu le couloir seul, a gravi l'escalier sur des jambes encore tremblantes après des mois d'immobilité et a trouvé son chemin vers la cuisine. Il est monté sur la haute chaise près du comptoir et s'est assis là, me regardant cuisiner. Ses yeux n'étaient plus vides, mais commençaient à contenir de la lumière, comme une bougie que quelqu'un venait de rallumer. Et puis, le 10e jour, j'ai posé un bol de ragoût devant Pierre. Il l'a mangé en silence, a posé la cuillère, a levé les yeux vers moi et a prononcé un seul mot d'une voix rauque, trop longtemps inutilisée, encore. Je me suis figé une seconde, les yeux brûlants. Mais j'ai seulement souri, je me suis tourné vers le poêle et je lui ai servi un autre bol. Parfois, quand je ne parvenais pas à dormir la nuit, je repensais aux paroles de mon père. Il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop beau pour être vrai ». Il parlait des colporteurs sur le marché de ma jeunesse, ceux qui promettaient monts et merveilles pour quelques pièces. Mais maintenant, ici, au milieu de ce luxe déconcertant, ces mots prenaient un tout autre sens. Le château, les promesses, l'attention soudaine, tout cela sonnait presque trop parfait, trop beau pour cette fille que j'étais, venue de nulle part. La perfection n'existe pas, ça, j'avais appris. Il y a toujours un revers, une fissure quelque part. Et cette fissure, je savais qu'elle allait finir par apparaître. Au 3e étage, dans le bureau verrouillé, Julien était assis devant l'écran de surveillance montrant la caméra de la cuisine. Il regardait son fils perché sur la haute chaise, les jambes balançantes au-dessus du sol, de la sauce sur la bouche, disant quelque chose à Marie pendant qu'elle riait et lui essuyait le visage avec un chiffon humide. Julien a regardé longtemps, puis il a éteint l'écran, s'est penché en arrière dans sa chaise, a fermé les yeux et pour la première fois en 4 mois, il a inspiré sans douleur dans sa poitrine. Mais ce moment de paix n'a pas duré. Ce soir-là même, Édouard Leclerc a frappé à la porte du bureau. Le visage habituellement impassible du chef de la sécurité était maintenant marqué par une ride d'inquiétude entre ses sourcils. « Patron », a-t-il dit doucement, « quelqu'un dehors pose des questions sur la fille. » 2 sources distinctes, l'une des docks et l'autre du vieux quartier, posant la même question. Qui est la femme qui vit dans la maison des Dubois? Julien a ouvert les yeux et en un instant, le père qui avait souri devant l'écran est complètement disparu. À sa place se tenait le parrain de Marseille, ses yeux gris se refroidissant de 2 degrés et sa mâchoire se resserrant. « Découvrez qui pose des questions », a-t-il dit, et gardez le silence. Édouard a hoché la tête et est parti. La porte s'est refermée et Julien est resté seul dans l'obscurité de son bureau. Comprenant que des rumeurs avaient commencé à s'infiltrer au-delà des murs de ce domaine, et que dans son monde, les rumeurs étaient plus dangereuses que les balles. L'horloge du manoir Dubois a sonné 2 heures du matin,
son carillon profond résonnant dans les couloirs vides comme un coup frappé par quelqu'un parti depuis très longtemps. Julien ne dormait pas. Il n'avait pas dormi pendant la plupart des nuits depuis le décès d'Hélène. Mais cette nuit était différente. Non pas à cause de la peur familière que Pierre ne s'affaiblisse à nouveau, mais parce que pour la première fois, cette peur s'était un peu apaisée. Et l'apaisement lui-même le troublait d'une manière qu'il ne pouvait pas encore nommer. Il est descendu dans le noir sans allumer les lumières, car il connaissait chaque pas, chaque recoin, chaque planche qui craquait dans la maison qu'il avait bâtie avec de l'argent et du sang. Ses pieds l'ont porté à la cuisine par habitude, l'endroit où il se servait habituellement un verre de whisky et regardait le jardin noir au-delà des portes vitrées. Mais cette nuit, la cuisine n'était pas vide. Une petite lumière de la lampe au-dessus du comptoir se déversait sur le sol. Et là, sur ce sol, Marie Duval était assise, les genoux ramenés à sa poitrine, le dos contre les armoires, les deux bras serrés autour de son carnet de recettes, comme si elle tenait quelqu'un qui s'évanouissait lentement. Elle pleurait. Pas le genre de pleurs qui éclatait en sanglots, mais le genre pratiqué par quelqu'un habitué à pleurer seul, silencieusement, les larmes glissant sur ses joues et dégoulinant sur la couverture usée du carnet, ses épaules tremblant légèrement, tandis que sa respiration restait contrôlée, comme si elle avait appris il y a longtemps comment souffrir sans que personne ne l'entende. Julien s'est arrêté à l'entrée de la cuisine. Dans son monde, il avait déjà vu des larmes. Les larmes de ceux qui imploraient, les larmes des traîtres lorsqu'ils étaient pris, les larmes des épouses lorsque leurs maris ne rentraient pas chez eux. Mais ces larmes étaient différentes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui ne pleurait pas pour un public. Des larmes qui tombaient dans une cuisine à 2 heures du matin quand elle croyait que personne ne regardait. Il n'a pas parlé. Il a pris un verre d'eau dans le placard, s'est approché discrètement et l'a posé sur le sol à côté d'elle. Puis il s'est assis en face d'elle, le dos contre la base de l'îlot, les jambes étendues, et il est simplement resté là. Le silence s'est installé entre eux. Pas le genre lourd, mais le genre qui survient lorsque deux personnes comprennent que parfois, la seule présence suffit. Marie a essuyé ses yeux avec le revers de sa main, a regardé le carnet, puis lui. Elle ne s'est pas excusée de pleurer, et il l'a respectée pour cela. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» a demandé Julien, sa voix basse et posée. Non pas la voix d'un parrain interrogeant quelqu'un, mais la voix d'un homme qui voulait sincèrement savoir. « Je sais que ce n'était pas pour l'argent. Je l'ai vu au moment où vous l'avez refusé. Alors pourquoi ?» Marie l'a regardé longtemps, comme si elle poussait le fait d'ouvrir une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant des années. Puis elle a parlé pièce par pièce, comme si elle ramassait des tessons de verre sur le sol. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Elle travaillait 3 boulots à la fois pour m'élever et son corps n'a pas pu supporter. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Alors, quand ma mère est morte, je n'avais personne à part mémé Jeanne. Elle m'a accueilli dans sa petite maison en Bretagne et m'a appris à cuisiner. Pas le genre d'enseignement scolaire, mais le genre où elle me plaçait la main sur le manche de la cuillère et disait « La nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit l'âme. Et quelqu'un qui cuisine avec son cœur peut guérir des choses que les médecins ne touchent jamais. » Elle a marqué une pause, ses doigts effleurant la page jaunie du carnet. Elle est morte quand j'avais 19 ans. Elle m'a laissé ce livre et ce tablier, rien d'autre. J'ai perdu ma maison, j'ai vécu dans la rue, j'ai fait tout ce que je pouvais trouver comme travail, la plonge, la préparation, le service, partout où l'on voulait de moi. Puis j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il m'aiderait à ouvrir un petit restaurant à moi. Je l'ai cru. Je lui ai donné chaque euro que j'avais économisé pendant 3 ans. Il a disparu du jour au lendemain. Elle l'a dit sans amertume, sans colère, seulement avec la voix nue de quelqu'un qui avait accepté que le monde prenne parfois tout, sans avoir besoin de raison. Puis j'ai vu la vie concernant l'enfant qui ne voulait pas manger. Marie a regardé droit dans les yeux de Julien, et je me suis vu à 14 ans.
Après la mort de ma mère, j'ai aussi arrêté de manger. Je ne voulais pas mourir, mais je ne trouvais pas non plus de raison de vivre. Mémé Jeanne ne m'a pas forcé. Elle a juste préparé un bol de ragoût, s'est assise à côté de moi, a raconté des histoires et a attendu. Exactement comme vous l'avez fait avec Pierre, a dit Julien, sa voix s'éraillant. Marie a hoché la tête. J'ai pensé que si un bol de ragoût m'avait sauvé, peut-être qu'il pourrait sauver cet enfant. Je n'avais rien à perdre. Alors je suis venu. Le silence est de nouveau tombé entre eux, mais cette fois il semblait plus chaleureux, comme si un fil invisible venait de les rapprocher à travers des blessures qu'ils essayaient tous deux de cacher. Julien a baissé les yeux sur ses mains, les doigts tatoués entrelacés, puis a parlé si doucement que Marie a dû se pencher pour l'entendre. Hélène, ma femme, cuisinait aussi pour Pierre, rien de fantaisiste, juste des crêpes le matin. Elle mélangeait de la pâte, la versait dans la poêle, puis dessinait des visages souriants avec de la sauce chocolat. Chaque matin, sans jamais manquer un jour. Il s'est arrêté, sa mâchoire se serrant avant qu'il ne la relâche. Depuis qu'elle est morte, chaque repas rappelait Hélène à Pierre. Chaque bol, chaque cuillère, chaque odeur était un rappel qu'elle était partie. Alors, il a arrêté de manger. Non pas parce qu'il n'avait pas faim, mais parce que manger faisait trop mal. Il a levé les yeux, ses yeux gris rencontrant les yeux bruns de Marie. Jusqu'à votre arrivée, vous cuisinez différemment d'eux. Vous ne cuisinez pas pour remplir un estomac vide. Vous cuisinez pour remplir autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais Pierre, lui, le sait. Marie n'a pas répondu parce qu'elle comprenait que c'était un homme qui ne s'ouvrait à personne. Et le fait qu'il soit assis sur le sol de la cuisine à 2 heures du matin, parlant de sa défunte femme, était plus précieux que n'importe quelle somme d'argent qu'il lui avait jamais offerte. Ils sont restés là un long moment. 2 étrangers portant des blessures si profondes qu'ils avaient cru que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Maintenant assis l'un en face de l'autre sur le sol d'une cuisine, réalisant que leur douleur parlait la même langue. Quand Julien s'est levé pour partir, il a marqué une pause à l'entrée de la cuisine. « Hélène », a-t-il dit à nouveau, comme si le nom pesait lourdement sur sa langue. Marie a hésité. Quelque chose a vacillé au bord de sa mémoire, faible, comme le visage de quelqu'un qu'elle avait vu dans un rêve ou une autre vie. Le nom Hélène résonnait dans sa tête avec une résonance familière qu'elle ne pouvait saisir, comme une mélodie qu'elle connaissait, mais dont elle ne se souvenait pas des paroles. Elle a froncé les sourcils une seconde, essayant d'attraper ce fil fragile de la mémoire, mais il lui a échappé comme de l'eau entre les doigts. Elle l'a laissé filer et a retourné sécher le carnet de recettes de Mémé Jeanne, ne sachant pas encore que la réponse qu'elle cherchait était déjà dans cette maison, l'attendant à l'endroit où elle s'y attendait le moins. Après cette nuit, sur le sol de la cuisine, quelque chose a changé à l'intérieur du manoir du bois. Pas bruyamment, pas avec des annonces, seulement un léger changement, la manière dont l'hiver commence à céder la place au printemps, et personne ne peut dire exactement quel jour la neige a cessé de tomber. Julien a commencé à rentrer plus tôt. Au début, ce n'était qu'une demi-heure plus tôt, puis 1 heure, puis 2, jusqu'à ce qu'Édouard Leclerc remarque que son patron, l'homme qui restait au bureau des docks jusqu'à minuit pour superviser chaque expédition, partait maintenant toujours avant 18 heures pour la même raison tacite. Il rentrait à temps pour le dîner, non pas parce qu'il avait faim, mais parce que pour la première fois en 4 mois, la table à manger de son manoir n'était plus un endroit qu'il voulait éviter. C'est arrivé un soir de semaine, la 3e semaine après mon arrivée. Je venais de poser le dîner sur la petite table de la cuisine. Non pas la table formelle en acajou de 12 couverts de la grande salle à manger, que personne n'utilisait plus, mais la simple table en bois de la cuisine que j'avais transformée en cœur de la maison. Pierre était déjà perché sur sa chaise haute, les pieds balançants, les yeux fixés sur la marmite de ragoût fumant sur le poêle. Quand Julien est entré, Pierre a levé les yeux vers son père, puis vers la chaise vide à côté de lui, puis vers moi, puis de nouveau vers son père. Et le garçon a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait
Pour aucun des 50 chefs ou 20 médecins. Il a tendu la main, a pris celle de son père, a tiré doucement et a désigné la chaise vide à côté de moi. « Papa, assieds-toi ici », a-t-il dit, sa voix encore petite et tremblante, mais plus claire chaque jour, à côté de Marie. Julien a regardé son fils, la chaise, moi, debout près du poêle dans mon tablier brodé de lavande, une cuillère en bois à la main, mes yeux se détournant des siens comme si je ne savais pas non plus quoi faire. Il s'est assis et pour la première fois depuis la mort d'Hélène, nous nous sommes assis tous les trois à la même table. J'ai servi du ragoût. Pierre a dit à son père qu'aujourd'hui il m'avait aidé à éplucher les pommes de terre et qu'il ne s'était coupé le doigt qu'une seule fois. Et j'ai fait semblant de le gronder, disant que la prochaine fois, il devrait être plus prudent. Et Pierre a ri. Le rire d'un enfant de 5 ans a résonné dans la cuisine, a rebondi sur les murs en acier inoxydable, a fait écho au plafond et a rempli chaque espace vide. Sophie Lambert est passée devant l'entrée de la cuisine à ce moment-là et s'est arrêtée une seconde en entendant ce son, ses yeux clignant rapidement. Puis elle a continué sans un mot, bien que ses pas fussent plus lents que d'habitude. Quelques jours plus tard, Julien a laissé une longue boîte en bois sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai ouverte et j'y ai trouvé un ensemble de couteaux de cuisine. Pas le genre à exposer, mais de vrais couteaux de travail. Lames en acier forgés à la main, manches en noyer épousant la main, assez lourds, parfaitement équilibrés, le genre de couteau qu'une vraie cuisinière comprendrait. « Vos couteaux sont trop petits », a dit Julien sans me regarder. Ses yeux fixés sur le journal qu'il tenait, comme si cela n'avait aucune importance. « Vous allez vous couper avant d'avoir fini de hacher un oignon. » J'ai regardé les couteaux, puis lui, puis de nouveau les couteaux. J'ai compris que ce n'était pas un cadeau, car Julien Dubois ne faisait pas ce de cadeau. C'était la seule façon qu'il avait de dire qu'il s'en souciait sans avoir à prononcer le mot. J'ai soulevé le couteau de chef, senti le poids s'installer dans ma paume, puis j'ai hoché la tête. « Merci », j'ai dit. C'était tout, et c'était la première fois que j'acceptais de lui autre chose qu'une petite pièce et le droit de rester dans la cuisine. Mais en dehors des murs du manoir, dans un monde entièrement différent, le nom de Marie Duval circulait de bouche en bouche comme un virus. Dans un vieil entrepôt du quartier du Panier à Marseille, où l'odeur de l'huile moteur se mêlait à celle des cigares coûteux, Luc Moreau se prélassait dans un fauteuil en cuir éraflé, ses bottes sur le bureau, écoutant ses hommes terminer leur rapport, puis il a ri. Pas un rire joyeux, mais le rire de quelqu'un qui venait de repérer une fissure dans le mur d'une forteresse qu'il avait martelée pendant des années sans faire de brèche. « Dubois est devenu mou », a-t-il dit aux hommes autour de lui, le mépris dans sa voix non masquée. Le plus grand patron de Marseille dîne maintenant avec une chef vagabonde sans le sou. Il perd le contrôle et nous n'allons pas rater cette chance. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant le vieux port, Antoine Lefebvre a terminé un appel téléphonique et a posé son verre sur la table, son visage illisible. Antoine était le plus ancien allié de Julien, l'homme que Julien appelait son frère. L'homme qui était assis à sa droite à toutes les réunions importantes. Mais cette nuit-là, Antoine a pris son téléphone et a appelé Luc Moreau. L'appel a duré 12 minutes. Quand il s'est terminé, Moreau savait tout, d'où je venais, dans quelle chambre je dormais, ce que je cuisinais, et surtout, comment Julien Dubois me regardait quand il pensait que personne ne faisait attention. Quant à moi, je ne savais rien de Moreau, de Lefebvre, du monde des loups qui se refermait sur ma nouvelle vie. Je savais seulement que cette nuit-là, en rentrant dans ma chambre après le dîner, mon pied a heurté quelque chose sur le sol, juste devant ma porte. Une enveloppe blanche, sans nom d'expéditeur, glissée sous la fente de la porte. Je l'ai ramassée, l'ai ouverte, et mon corps s'est glacé. À l'intérieur, une photographie de moi dans la cuisine des Dubois, remuant la marmite, portant le tablier de Mémé Jeanne. La photo avait été prise d'un angle où je n'avais jamais vu personne se tenir. Sous la photo, une ligne d'écriture à l'encre noire, les traits nets et froids.
Partez ou vous ne partirez jamais. Je suis resté debout au milieu de ma chambre, la photographie à la main, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai regardé autour de ce petit espace, le tablier accroché au crochet derrière la porte, le carnet de recettes sur la table, les nouveaux couteaux dans leur boîte en bois, puis j'ai plié la photographie, les glissé dans l'enveloppe, les caché sous mon oreiller, et je n'ai rien dit à personne. Parce que Marie Duval avait survécu à la perte de sa mère, de sa grand-mère, de sa maison, de tout son argent, et à la perte de sa foi en les gens. Un bout de papier menaçant de quelqu'un de trop lâche pour signer son nom n'allait pas me faire fuir. Mais allongé dans l'obscurité cette nuit-là, les yeux ouverts vers le plafond, je savais que le monde au-delà du portail en fer avait commencé à me voir. Et dans ce monde, être vu n'était jamais une bonne chose. La photographie sous mon oreiller n'était pas la seule chose qui me tenait éveillé les nuits suivantes. À l'intérieur du manoir du bois, une autre bataille se déroulait, plus silencieuse, sans enveloppe ni menace écrite, mais non moins vive. Cela a commencé par de petites choses. Le lundi matin de la 4e semaine, j'ai ouvert le réfrigérateur et découvert que les 2 kilos de bœuf que j'avais mis de côté la veille avaient disparu. J'ai demandé autour de moi. Personne ne savait rien. Cet après-midi-là, les Tim frais que j'avais achetés et laissés sur le comptoir a également disparu. Le lendemain, je suis entré dans la cuisine à 5 heures du matin et j'ai trouvé le sol glissant d'eau. Quelqu'un avait déversé un seau entier d'eau de serpillière sur le granit noir, juste devant la zone de cuisson, si glissant que j'ai failli tomber en franchissant le seuil. Je ne suis pas tombé. J'ai attrapé le bord du comptoir, je me suis stabilisé, j'ai regardé l'eau scintillante sous les lumières, puis j'ai tranquillement pris la serpillière dans le coin et j'ai commencé à nettoyer. Pas de plainte, pas de questions sur qui l'avait fait, pas de rapport à Julien. J'ai passé la serpillière jusqu'à ce que le sol soit sec, puis j'ai ouvert le garde-manger pour chercher des substituts à ce qui avait été caché, trouvant quelques pommes de terre et quelques oignons laissés derrière, juste assez pour faire le dîner. Mais je les entendais, les chuchotis derrière moi chaque fois que je traversais les couloirs. Pas assez fort pour saisir chaque mot, mais assez fort pour que je sache que j'étais le sujet. J'entendais des ricanements quand je portais mon vieux tablier. J'ai entendu quelqu'un me traiter de vagabonde. J'ai entendu une voix de femme dire que j'essayais de m'accrocher au patron. J'ai entendu une autre voix répondre que quelqu'un comme moi serait rejeté dans la rue tôt ou tard, à sa place. J'ai tout entendu, et je n'ai rien dit. Mais chaque soir, quand je rentrais dans la petite chambre à côté de la cuisine, que je fermais la porte et que je m'asseyais sur le lit en regardant le tablier de Mémé Jeanne accroché au crochet, je sentais une petite fissure se propager à l'intérieur de ma poitrine. Non pas parce que la cruauté était vraie, mais parce qu'une petite partie de moi commençait à se demander si elle l'était. Qui étais-je dans cette maison? Une chef? Je n'avais aucun diplôme. Une domestique? Je n'avais pas de contrat. Une étrangère vivant de la pitié d'un criminel. Je ne savais pas, et plus je restais, plus je me sentais comme une tache d'encre sur un tissu blanc, quelque chose qui n'appartenait pas là, peu importe à quel point elle essayait. Puis Pierre m'a posé la question. Cet après-midi-là, nous étions tous les deux dans la cuisine. Pierre sur sa chaise haute me regardant pétrir la pâte pour une croûte de tarte. Ses petits pieds se balançant, sa bouche saupoudrée de farine après avoir goûté en douce, quand il pensait que je ne regardais pas. Il me racontait un rêve où il volait sur des nuages et où les nuages avaient le goût de macaroni au fromage quand il s'est soudainement arrêté et incliné la tête et a demandé d'une voix claire et non calculée d'enfant. « Marie, où est ta maman? » Mes mains se sont figées dans la pâte. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas bougé. La question de Pierre a percé ma poitrine comme une petite aiguille qui a frappé le nerf le plus profond que j'avais enfoui sous des couches de tissu cicatriciel. 13 ans s'étaient écoulés depuis la mort de ma mère, et je n'avais jamais parlé d'elle sans sentir le sol sous mes pieds bouger. Mais ce petit garçon de 5 ans me regardait avec de grands yeux, attendant une réponse.
Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fui. J'ai mis la pâte de côté, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier, puis je me suis accroupi jusqu'à ce que mes yeux soient à la hauteur des siens. La maman de Marie est très loin, j'ai dit, ma voix tremblant légèrement mais sans se briser. Mais chaque fois que Marie cuisine, elle sent sa maman juste ici, juste dans cette cuisine, dans l'odeur du thym, dans la chaleur du four. Elle est dans tout ce que Marie fait. Pierre m'a étudié longtemps, avec des yeux bien plus sages que son âge, les yeux d'un enfant qui avait été sur la ligne entre la vie et la mort, et avait vu des choses que les adultes ne pouvaient pas voir. Puis il a passé ses petits bras autour de mon cou et a chuchoté à mon épaule, comme Pierre et sa maman. Je l'ai serré, les yeux fermés, des larmes coulant, mais jamais là où Pierre aurait pu les voir. Nous nous sommes tenus l'un l'autre au milieu de la cuisine. Un enfant sans mère et une femme sans mère, deux orphelins se reconnaissant à travers l'odeur de la farine et la chaleur du four. Cette nuit-là, après que Pierre se soit endormi, après que le manoir ait sombré dans le silence, je me suis tenu dans ma chambre, fixant longtemps le tablier accroché au crochet. Puis je l'ai décroché, l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans mon sac à dos. J'ai glissé le carnet de recettes. Les nouveaux couteaux, je les ai laissés sur la table. J'ai mis le sac à dos sur mon épaule, j'ai ouvert ma porte, j'ai descendu le couloir sombre et j'ai atteint la porte de derrière du manoir. Non pas à cause de la lettre menaçante, non pas à cause de la cruauté du personnel, mais parce que quand Pierre a dit qu'il était comme sa maman, j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé plus que n'importe quelle menace écrite. Je me suis vu debout là où Hélène l'avait été, cuisinant dans la cuisine d'Hélène, assise sur la chaise d'Hélène, tenant le fils d'Hélène. Et j'avais peur de remplacer une femme morte, de prendre une vie qui n'était pas la mienne, une que je ne méritais pas et que je n'avais jamais méritée, parce que je n'étais qu'une orpheline avec rien d'autre qu'un sac à dos et un vieux carnet. Julien, lui, n'avait pas réussi à dormir. L'angoisse s'était glissée en lui, un serpent froid qui lui vrillait les entrailles. Il savait que quelque chose n'allait pas, ce pressentiment si familier des mauvaises nouvelles dans son monde. La maison semblait respirer son propre désespoir silencieux. Et quand le frisson glacé de l'air a caressé le cou de Julien, il a compris. Un instinct primordial, plus fort que toute logique, lui a hurlé que la personne qui avait rallumé la lumière dans les yeux de Pierre était sur le point de partir. Il a descendu les escaliers, sans un bruit, chaque pas maîtrisé par des années de discrétion forcée. Son cœur, qui avait enfin retrouvé un rythme presque normal, se serrait de nouveau avec la même terreur qu'avant l'arrivée de Marie. Il l'a vue. Là, à l'arrière de la maison, son sac à dos sur l'épaule, le visage tourné vers la porte sombre. Cette image a percé son âme, il a senti la fragilité de ce qu'ils avaient bâti se briser en 1000 morceaux. Il ne pouvait pas la retenir par la force, ça, il le savait. Il ne pouvait pas ordonner, pas supplier. Il lui fallait un autre langage, une façon de toucher cette part d'elle qu'il commençait à peine à comprendre. Ma main venait de toucher la poignée de la porte de derrière quand une petite voix a retenti derrière elle. « Marie !» Je me suis retourné. Pierre était là, pieds nus sur le sol en pierre froide, vêtu d'un pyjama bleu pâle, les yeux lourds de sommeil, mais remplis de peur, comme s'il avait un sixième sens pour savoir quand quelqu'un était sur le point de partir, parce qu'il avait perdu sa mère de cette façon. S'endormir avec elle présente et se réveiller pour la trouver partie pour toujours. Marie a promis de faire du crumble aux pommes, a dit Pierre, sa voix tremblante, sa lèvre inférieure commençant à frissonner. Marie a promis. Le sac à dos sur mon épaule semblait lourd comme du plomb. J'ai regardé la porte, la poignée, l'obscurité dehors où la pluie avait cessé, mais l'air était toujours froid. Puis j'ai regardé l'enfant debout pieds nus sur le sol parce qu'il avait peur que je parte. J'ai laissé le sac à dos tomber par terre, je me suis laissé tomber à genoux, et j'ai serré Pierre si fort qu'il pouvait entendre mon cœur battre. Marie ne va nulle part, j'ai chuchoté dans ses cheveux. Marie promet. Le lendemain matin, quand je suis entré dans la cuisine,
J'ai trouvé un petit morceau de papier plié sur la table en bois. Pas d'enveloppe, juste du papier blanc avec une ligne écrite à l'encre noire. L'écriture était forte, décisive, inclinée légèrement vers la droite. Ne les laissez pas écrire votre histoire. Écrivez-la. Pas de signature, mais je reconnaissais l'écriture, parce qu'elle appartenait à l'homme qui contrôlait toute la ville, et pourtant écrivait avec une légère inclinaison, comme s'il était toujours pressé. Et j'ai compris que Julien savait que j'avais failli partir la nuit précédente, savait pourquoi, et au lieu d'ordonner ou de menacer, il avait laissé ces 8 mots sur la table de la cuisine. 8 mots que personne dans son monde souterrain n'aurait cru qu'il était capable d'écrire. J'ai plié le papier, l'ai placé sur la première page du carnet de Mémé Jeanne, à côté de la recette du bœuf bourguignon. J'ai noué mon tablier et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Au moment même où je nouais mon tablier dans la cuisine ce matin-là, de l'autre côté de la ville, dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme sur le port, avec des fenêtres donnant sur la rade de Marseille, 6 des hommes les plus dangereux de la ville étaient assis autour d'une table ronde, drapée de lin blanc. Ce n'était pas un repas, c'était un tribunal, et Julien Dubois était l'accusé. Il était assis à sa place habituelle, le dos droit, le costume noir impeccable, les yeux gris se déplaçant lentement de visage en visage, avec le calme d'un homme qui occupait cette table depuis 20 ans et ne s'était jamais incliné devant personne. Luc Moreau était assis en face de lui, adossé avec l'aisance calculée de quelqu'un qui détient la carte gagnante. Il a été le premier à parler, sa voix traînante et lente, comme du miel versé sur une lame. J'entends dire que la cuisine Dubois a une nouvelle chef, a-t-il dit, ses yeux parcourant la table à la recherche d'alliés et trouvant quelques sourires réceptifs. Une fille que personne ne connaît, sans diplôme, sans passé, vivant dans le manoir de l'homme qui contrôle la moitié des docks de Marseille. Et j'entends aussi que le plus grand patron de la ville rentre maintenant dîner tous les soirs comme un mari de banlieue. Des rires se sont répandus autour de la table. Non pas des rires d'amusement, mais le rire de loup flairant de la faiblesse. Julien n'a pas bougé, son visage plat comme de l'eau gelée, mais sous la table, sa main droite s'est crispée jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Puis Antoine Lefebvre a parlé, et c'est là que tout a basculé. Antoine, qui était assis à la droite de Julien depuis 12 ans, que Julien avait tiré des bidonvilles de la Joliette et à qui il avait donné une part de son empire, l'homme que Julien appelait son frère, a parlé d'une voix basse, les yeux fixés sur Julien. Je pense que Luc a raison, pas à propos de l'histoire de la chef, mais à propos de la distraction. Nous avons besoin d'un vote juste pour nous assurer que l'homme à la tête est toujours assez affûté pour le poste. La pièce s'est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Julien. Un vote de défiance. Pour la première fois en 20 ans, placé sur la table par l'homme en qui Julien avait le plus confiance. Julien a regardé Antoine longtemps, non pas avec colère, mais avec le regard de quelqu'un qui venait d'entendre un os craquer dans sa poitrine et essayait d'identifier où était la fracture. Puis il s'est levé, a boutonné sa veste, a dit qu'il y réfléchirait et est sorti du restaurant sans se retourner. Dans la voiture, sur le chemin du retour au manoir, Édouard Leclerc était assis sur le siège passager, le visage tendu comme un fil. « Patron, a-t-il dit doucement à propos de la lettre envoyée à Mademoiselle Duval, j'ai tracé les caméras et suivi la piste. » Julien regardait la pluie strier la fenêtre, le crachin de Marseille jetant un voile gris sur la ville. « Parlez, a-t-il dit. » L'enveloppe a été glissée sous sa porte à 23h43. La personne qui l'a fait est un membre du personnel de nettoyage nommé Garcia, embauché il y a 3 semaines sur recommandation de M. Lefebvre. Édouard a marqué une pause puis a continué. Garcia a été payé à partir d'un compte que nous avons retracé jusqu'à une seule personne. Antoine Lefebvre. Le silence à l'intérieur de la voiture était assez lourd pour se sentir sur la peau. Julien n'a pas tourné la tête. Il n'a rien frappé. Il n'a pas élevé la voix. Il est simplement resté là, ses doigts tapant légèrement contre sa cuisse,
les yeux fixés sur la pluie. Et quand il a parlé, sa voix était si plate qu'Édouard, qui l'avait suivi à travers chaque guerre pendant 12 ans, s'est senti plus froid qu'il ne l'avait jamais été en entendant son patron crier. Réglé. Pas d'action encore, juste 3 mots. Mais Édouard a compris que ces 3 mots signifiaient qu'Antoine venait de signer sa propre condamnation sans le savoir. Et quand Julien Dubois déciderait de bouger, il n'y aurait pas de deuxième chance. Mais la plus grande tempête de ce jour-là ne venait ni de Moreau ni de Lefebvre. Elle venait de 2 membres du personnel, debout devant la porte de la cuisine à 16 heures, ignorant que Pierre jouait dans le couloir juste derrière eux. J'ai entendu dire que les grands patrons lui mettaient la pression. Une femme a chuchoté. La chef va être virée. Il ne pourra pas la garder, c'est juste un fardeau. Tôt ou tard, elle sera de retour dans la rue, à sa place. Pierre a entendu les mots « virer ». Et dans l'esprit d'un enfant de 5 ans qui avait perdu sa mère, ces mots ne signifiaient qu'une chose. Maman a été virée. Maman est partie et n'est jamais revenue. Et maintenant, Marie serait virée aussi. Marie ne reviendrait jamais. Cette nuit-là, quand j'ai posé le bol de ragoût devant Pierre, il n'a pas tendu la main. Il a regardé le bol et l'a repoussé. A tourné son visage vers le mur, a ramené ses genoux à sa poitrine et n'a pas dit un mot. J'ai regardé le bol rejeté et j'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Ma plus grande peur, le cauchemar que toute la maison croyait derrière eux, revenait juste devant moi. Sophie Lambert est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Édouard se tenait derrière elle, téléphone déjà à la main, prêt à appeler le médecin. Mais j'ai levé la main, leur faisant signe à tous de s'arrêter. Je n'ai pas paniqué. J'ai regardé Pierre recroquevillé sur le lit, le bol refroidissant sur la table, et j'ai compris non pas avec des connaissances médicales ou une formation d'expert, mais avec l'instinct de quelqu'un qui avait été cet enfant, qui s'était recroquevillé sur un lit, refusant de manger, parce que chaque repas était un rappel que la personne qu'il aimait était partie. La première fois, j'avais sauvé Pierre en m'asseyant et en racontant des histoires. Cette fois-ci, il me fallait quelque chose de différent. Je me suis approché du lit et j'ai soulevé Pierre doucement. Il n'a pas résisté, mais il ne s'est pas non plus accroché, son corps mou comme une marionnette aux ficelles coupées. Je l'ai porté jusqu'à la cuisine, l'ai installé sur la chaise haute familière, et au lieu de placer le bol devant lui, j'ai posé la cuillère en bois et la petite marmite chaude de poêle sur le comptoir devant lui. Aujourd'hui, Pierre cuisine pour Marie. J'ai dit, ma voix ordinaire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pierre est le chef, Marie a très faim. Le garçon m'a regardé, a regardé la cuillère en bois, la marmite sur le poêle. Ses yeux étaient encore effrayés, encore incertains, mais quelque chose a vacillé au fond de lui. Une petite étincelle. L'étincelle d'un enfant à qui on a donné de l'autonomie au lieu d'être forcé. Pierre a tendu la main vers la cuillère, a hésité une seconde, puis l'a trempée dans la marmite et a commencé à remuer lentement, maladroitement, mais il a remué. Et en remuant, sans y être invité, sans pression, il a pris une petite cuillerée, a soufflé dessus et l'a portée à sa bouche. Puis une autre cuillerée, puis une autre. De l'entrée de la cuisine, Julien regardait, toujours dans le costume de la réunion avec les loups. La cravate desserrée, les yeux rouges, mais il n'est pas entré parce qu'il comprenait que ce moment ne lui appartenait pas. La première fois, Marie avait sauvé Pierre en le nourrissant. Cette fois-ci, elle l'a sauvé en le laissant se sauver lui-même. Et à ce moment-là, Julien Dubois a su avec certitude ce qu'il soupçonnait depuis un certain temps. Cette fille ne sauvait pas seulement son fils, elle le sauvait aussi. Et il ne laisserait personne, ni Moreau, ni Lefebvre, ni le monde lui-même, la toucher. Dans les jours qui ont suivi la nuit où Pierre a pris la cuillère en bois, a remué la marmite et s'est sauvé lui-même, le manoir Dubois s'est installé dans une paix fragile, comme la surface d'un lac avant l'arrivée du vent. Pierre s'est rétabli plus vite que quiconque ne s'y attendait.
comme si le fait de lui avoir donné cette cuillère en bois et le droit d'être le chef avait allumé un autre feu en lui, non pas un feu que quelqu'un d'autre tenait pour lui, mais un feu qu'il avait lui-même allumé. Il a commencé à courir dans le jardin. Il a commencé à rire plus fort. Il a commencé à tirer ma main chaque après-midi, exigeant que nous descendions à la cuisine pour qu'il puisse se tenir sur sa chaise haute et remuer la marmite comme un vrai chef. La couleur est revenue à ses joues, ses yeux ont cessé d'être creux et se sont illuminés de jour en jour, et tout le monde dans la maison l'a vu, mais personne n'a osé le dire à voix haute, de peur de briser le miracle en le nommant. Un après-midi de semaine, alors que Pierre faisait sa sieste et que Julien n'était pas encore rentré, j'ai décidé de dépoussiérer les bibliothèques du grand salon. C'était une pièce où j'entrais rarement, un espace vaste avec de hauts plafonds, des murs lambrissés sombres et des étagères s'étendant du sol au plafond, remplis de volumes reliés en cuir que je soupçonnais de n'avoir jamais été ouverts. J'ai passé un chiffon le long des étagères, redressé quelques livres qui avaient basculé de côté lorsque ma main a effleuré une petite photographie encadrée, coincée entre deux épais livres. Je l'ai dégagé, et le cadre a glissé de mes doigts, est tombé sur le sol, et le verre s'est fissuré d'une fine ligne courant en diagonale à travers l'image. Je me suis penché pour la ramasser, voulant la remettre à sa place, et puis mes yeux sont tombés sur la photographie à l'intérieur, et le monde s'est arrêté. Sur la photo, une femme se tenait devant un petit café. Derrière elle, une enseigne en bois avec le nom du café. Et je l'ai reconnue instantanément parce que j'avais déjà été assise devant ce même endroit, par une nuit pluvieuse, il y a 8 ans. Un café à Saint-Malo, en Bretagne. La femme sur la photographie souriait, ses cheveux bruns se soulevant légèrement dans le vent. Pourtant un manteau de laine grise, le genre de manteau que je n'oublierai jamais, même si je vivais 100 ans de plus. Parce que j'avais vu ce manteau d'en bas, de la position d'une fille recroquevillée sur un trottoir glacé, quand une inconnue s'est arrêtée au milieu d'une averse de Saint-Malo et s'est assise à côté de moi. J'avais 19 ans cette année-là. Mais mes jeunes étaient partis depuis 3 semaines. Je n'avais pas de maison, pas d'argent, personne. J'avais erré toute la journée sous la pluie jusqu'à ce que mes jambes lâchent, puis je m'étais effondré devant un restaurant fermé, le dos contre le mur de briques, les genoux ramenés à ma poitrine, essayant de me réchauffer en soufflant dans mes mains. Je ne pleurais pas parce que j'avais épuisé mes larmes. Je restais juste là et pensais que peut-être, si je fermais les yeux et ne les ouvrais plus jamais, personne ne le remarquerait même. Puis quelqu'un s'est assis à côté de moi. Pas de mots au début, juste l'acte de s'asseoir là, sur le trottoir mouillé, ignorant la pluie et le froid, comme si s'asseoir à côté d'une fille sans abri sur un trottoir près de minuit était la chose la plus ordinaire du monde. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme d'une 30aine d'années. Manteau de laine grise, des yeux bienveillants me regardant, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus profond. Comme si elle pouvait voir en moi une chose que je ne pouvais pas voir en moi-même. La femme n'a pas demandé si j'allais bien, parce que la réponse était trop évidente. Elle a simplement placé une boîte de nourriture chaude dans mes mains. Un récipient en polystyrène blanc de soupe, la chaleur pressant à travers la fine paroi et réchauffant mes paumes engourdies. Puis elle a glissé un billet de 100 € plié dans la poche de mon manteau, si doucement que je ne l'ai presque pas remarqué. Et avant de se lever pour partir, la femme m'a regardé et a prononcé une phrase que j'ai portée pendant 8 ans, comme une lampe à travers la plus longue des nuits. « N'abandonne pas. Le monde a besoin de gens qui savent cuisiner avec leur cœur. » Je n'ai jamais su pourquoi une inconnue avait dit cela. Je ne me souvenais pas de lui avoir dit quoi que ce soit sur la cuisine ou sur mes méjanes. Peut-être la femme a-t-elle vu le tablier dépassant de mon sac à dos. Peut-être a-t-elle deviné. Peut-être a-t-elle simplement su par une sorte d'instinct que seules les meilleures personnes semblent avoir. Je n'ai jamais appris son nom, je ne l'ai jamais revu. Mais ces mots m'ont maintenu en vie à travers l'hiver le plus rigoureux,
À travers des nuits passées à dormir dans des gares routières, à travers des journées passées à faire la plonge pour des salaires qui n'auraient pas permis d'acheter un dîner décent, chaque fois que je voulais abandonner, j'entendais la voix de la femme au manteau gris dans ma tête. N'abandonne pas. Et je n'ai pas abandonné. Maintenant, debout dans le salon des Duboises, j'ai regardé le cadre dans mes mains. Et la femme au manteau gris me regardait depuis la photographie avec le même sourire doux, les mêmes yeux chaleureux, et dans le coin inférieur de l'image, une petite ligne écrite à l'encre bleue. Hélène Dubois, Saint-Malo, Bretagne. Mes hands ont commencé à trembler. Je l'ai lu à nouveau. Hélène Dubois, Hélène. Le nom que Julien avait prononcé cette nuit-là sur le sol de la cuisine. Le nom qui avait sonné familier dans ma tête d'une manière que je ne pouvais pas saisir. Le nom que j'avais laissé filer parce que le fil de la mémoire était trop mince et m'avait échappé comme de l'eau entre les doigts. Maintenant, il n'était plus mince. Il m'a frappé comme un tsunami. La femme qui s'était assise à côté de moi sur un trottoir de Saint-Malo. La femme qui m'avait donné une soupe chaude et 100 €. La femme qui m'avait dit de ne pas abandonner parce que le monde avait besoin de gens qui savaient cuisiner avec leur cœur, était Hélène Dubois. La femme de Julien, la mère de Pierre. La femme qui était morte 4 mois auparavant et avait laissé derrière elle un fils qui avait cessé de manger et un mari qui ne pouvait le sauver. J'ai pressé le cadre contre ma poitrine, je me suis appuyé contre la bibliothèque et mes jambes ont cédé jusqu'à ce que je glisse sur le sol du salon. J'ai pleuré. Pas le genre de pleurs silencieux à 2 heures du matin que j'avais appris à faire. Le genre de pleurs qui survient lorsque la dernière pièce du puzzle se met en place et que l'image entière apparaît si clairement que ça fait mal. Je n'étais pas arrivé à ce portail en fer par accident. Je n'avais pas découvert par hasard la vie concernant un enfant qui ne voulait pas manger. Hélène, elle avait planté une graine 8 ans plus tôt sur un trottoir la plantant entre les mains d'une fille sans abri avec une boîte de soupe chaude et une phrase assez forte pour maintenir cette fille en vie, pour la faire cuisiner, pour maintenir le feu ardent en elle, afin qu'un jour de pluie à Marseille, cette même fille se tiendrait au portail d'Hélène et sauverait l'enfant qu'Hélène n'avait pas pu rester pour sauver. Je n'ai rien dit à Julien, pas encore. Je n'avais pas trouvé les mots pour cela, car il n'y avait pas de mots dans aucune langue assez grand pour expliquer que la femme qu'il aimait m'avait sauvé bien avant que je ne sache que je sauverais le fils de cette femme. Je suis resté assis sur le sol du salon, tenant un cadre avec une fissure diagonale à travers le verre, et j'ai compris que ma vie, avec toutes ses pertes et son chagrin, et son errance et son désespoir, n'avait pas été une chaîne de malheurs sans signification. Tout m'avait mené ici, tout m'avait mené à Pierre. Je n'étais pas venu à ce portail par accident. Hélène m'avait envoyé il y a des années, alors qu'aucune de nous ne le savait. Je n'avais pas encore trouvé le moyen de parler à Julien d'Hélène quand le monde extérieur m'a atteint en premier. Le lendemain matin, alors que j'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner pour Pierre, Édouard Leclerc est entré, son téléphone à la main, son visage portant le regard de quelqu'un qui venait d'avaler quelque chose de profondément amer. Il n'a pas parlé. Il a simplement posé le téléphone sur le comptoir, l'écran déjà ouvert sur un article en ligne. J'ai regardé et j'ai vu mon propre nom. Le titre s'étalait sur l'écran en gras. Lettres noires sur fond blanc, tranchant comme une lame. Clémence Leroy, une journaliste d'investigation pour le Phocéen, avait publié un article de plus de 3000 mots avec un titre que j'ai dû lire 2 fois, parce que la première fois, je ne pouvais pas croire mes yeux. L'article fouillait tout, sans abri, sans formation formelle, sans diplôme, un passé vierge, escroqué de toutes mes économies, dormant dans des gares routières, faisant la plonge dans des restaurants bon marché pour le salaire minimum. Chaque fragment de ma vie était réorganisé en une image dans laquelle je n'étais pas une femme qui avait sauvé un enfant, mais une opportuniste s'accrochant à l'empire d'un parrain. Clémence Leroy avait interviewé 2 anciens employés licenciés par Julien pour m'avoir maltraité,
Et ils étaient prêts à dire n'importe quoi pour se venger. Ils disaient que j'avais séduit le patron, qu'elle avait tout calculé dès le premier jour, qu'elle avait utilisé l'enfant pour se rapprocher de l'argent des Dubois. Chaque mensonge était enveloppé de citations nommées qui semblaient légitimes et crédibles. Et Internet a tout avalé sans mâcher. Les commentaires ont inondé l'article dans les premières heures. Des milliers d'étrangers se sont chargés de juger une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Elle ne veut que l'argent. Évidemment une arnaqueuse. Pauvre enfant exploité. Dubois a perdu la tête. Chaque commentaire était une petite lame, pas assez profonde pour tuer, mais assez nombreuse pour vider une personne de son sang. J'ai tout lu. Je me suis tenu dans la cuisine, tenant toujours la cuillère en bois, lisant jusqu'à ce qu'Edouard me prenne doucement le téléphone de la main. J'ai posé la cuillère et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine où Pierre jouait dans le jardin, poursuivant une feuille portée par le vent, riant, et j'ai compris que si je m'effondrais maintenant, tout ce que j'avais construit pour le garçon s'effondrerait avec moi. De l'autre côté de la ville, l'article de Clémence Leroy était tout ce dont Luc Moreau avait besoin. Il a convoqué une réunion d'urgence dans les 24 heures et rassemblé tous les patrons à la table, et cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de se moquer. Il a exigé un vote formel. Julien Dubois n'est plus apte à diriger, a-t-il dit, sa voix froide comme l'acier. Il permet à un scandale de nous menacer tous. Les alliés de longue date de Julien, des hommes qui avaient bu avec lui, combattus à ses côtés, étaient assis autour de la table, et personne n'a pris la parole pour le défendre. Le silence est la forme de trahison la plus polie, et la pièce en était épaisse. Antoine était assis à côté de Moreau ouvertement maintenant, ne faisant plus semblant, et le fin sourire sur ses lèvres disait à Julien tout ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. Quand Julien est rentré au manoir ce soir-là, je l'attendais dans le bureau. Je ne pleurais pas. Je ne tenais pas mon sac à dos. Je ne me tenais pas près de la porte de derrière. J'étais assis sur la chaise en face de son bureau, le dos droit, les mains posées sur mes genoux. Et quand il est entré, je l'ai regardé avec les yeux secs de quelqu'un qui avait déjà décidé avant d'ouvrir la bouche. La Marie qu'il a rencontrée cette nuit-là n'était pas la fille qui avait failli fuir par la porte de derrière quelques semaines plus tôt. J'étais passé par la peur de ne pas être digne. J'avais revu cette pluie de Saint-Malo dans ma mémoire. J'avais tenu la photographie d'Hélène et compris que j'avais été envoyé ici pour ne pas fuir. Ne les combattez pas pour moi, j'ai dit, ma voix calme et ferme. Si vous les combattez à l'ancienne, vous restez piégés dans l'ancien monde. Changez les règles, ouvrez la porte et laissez le monde voir la vérité au lieu des rumeurs. Julien m'a regardé et quelque chose a changé dans ses yeux. Pas plus d'affection, parce que cela existait déjà, mais plus de respect, le genre qu'il ne donnait qu'à une poignée de personnes dans sa vie. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque près de la fenêtre et j'ai sorti la photographie encadrée que j'y avais cachée la veille. Je l'ai posée sur le bureau devant Julien, l'image tournée vers lui, la fissure dans le verre traversant en diagonale le sourire d'Hélène. Je dois vous dire quelque chose, j'ai dit, et je lui ai raconté la nuit pluvieuse de Saint-Malo 8 ans plus tôt, du trottoir glacé, d'une fille de 19 ans qui avait tout perdu, recroquevillée devant un restaurant fermé. De la femme au manteau de laine grise qui s'était assise à côté d'elle sans raison, lui avait donné une boîte de soupe chaude et un billet de 100 € plié, et avait prononcé une phrase que j'avais portée comme une lampe à travers 8 longues années. N'abandonne pas. Le monde a besoin de gens qui savent cuisiner avec leur cœur. Cette femme était Hélène, j'ai dit, mon doigt effleurant légèrement le verre fissuré. Votre femme m'a sauvé avant que je ne sache que je sauverais son fils. Julien a soulevé le cadre, ses mains tatouées le tenant comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré et de fragile, et j'ai vu ses doigts trembler d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais vue et ne serait jamais autorisé à voir. Il a fixé le sourire d'Hélène longtemps, si longtemps que j'ai cru qu'il ne parlerait jamais. Puis il l'a fait et sa voix s'est brisée au premier mot et s'est reconstruite au dernier.
comme un homme reconstruisant un mur à main nue. Elle a toujours fait ça. Elle s'arrêtait en plein milieu de la route pour aider des inconnus. Elle donnait de l'argent aux gens qu'elle rencontrait dans la rue. Elle apportait de la nourriture aux sans-abri sur les docks tous les dimanches matin. Il a fermé les yeux une seconde. Je lui disais qu'elle était naïve. Je lui disais qu'elle ne pouvait pas sauver le monde entier. Et elle riait. Ce rire d'Hélène, celui qui signifiait que je savais qu'elle referait exactement la même chose demain. Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Et ses yeux gris n'étaient plus froids, plus durs, plus les yeux du parrain, mais les yeux d'un mari qui aimait toujours sa femme, même si elle n'était sous terre que depuis 4 mois. Mais elle n'était pas naïve. Sa voix s'est raffermie. Elle savait. Elle vous a envoyé vers mon fils. Je n'ai rien dit car il n'y avait plus rien à dire. La vérité gisait entre nous sur le bureau dans le cadre fissuré, dans l'histoire d'une nuit pluvieuse et d'une boîte de soupe chaude et d'une phrase qui m'avait maintenu en vie assez longtemps pour grandir et franchir le portail, en faire de cette même maison et sauver l'enfant qu'Hélène avait laissé derrière elle. Tout était lié. Chaque perte, chaque blessure, chaque nuit sans abri, chaque bol de ragoût cuisiné à travers les larmes. Tout cela avait mené à ce moment. Julien a posé le cadre et m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas du désespoir, non pas de la gratitude, mais la résolution d'un homme qui avait trouvé une raison assez grande pour tout changer. « Vous avez raison, a-t-il dit, changeons les règles. » Et ce fut le moment où Julien Dubois, le patron de Marseille, commença à planifier non pas de gagner l'ancienne guerre, mais de l'arrêter complètement. Julien n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis dans son bureau avec la photographie encadrée d'Hélène placée devant lui, la fissure à travers le verre coupant son sourire, comme une cicatrice que le temps ne pouvait pas guérir. Et il l'a fixée jusqu'à ce que l'aube de Marseille commence à s'infiltrer par l'espace entre les rideaux. Puis il a décroché le téléphone et a appelé Édouard Leclerc. Édouard est arrivé en 15 minutes, les yeux rouges par manque de sommeil, mais la posture rigide. Parce que quand le patron appelle à 5 heures du matin, le monde est sur le point de changer. Rassemblez tous les dossiers financiers que nous avons sur Moreau et Lefebvre, a dit Julien. Et sa voix n'était pas le chuchotement épuisé des dernières semaines. C'était la voix affûtée du parrain, la voix qu'Édouard n'avait pas entendue depuis longtemps. Chaque transaction, chaque compte, chaque chemin que l'argent a pris au cours des 5 dernières années. Je veux tout sur mon bureau dans 48 heures. Édouard l'a observé un instant, puis a demandé prudemment. La guerre? Julien a tourné sa chaise vers la fenêtre où la lumière du matin commençait à dorer le jardin. Pierre y courait tous les après-midi. Non, a-t-il dit, la lumière. Édouard n'a rien demandé de plus. Il avait suivi Julien assez longtemps pour savoir que lorsque son patron disait le moins, cela signifiait qu'il pensait le plus. Et les mots « la lumière » venant de cet homme étaient plus dangereux que n'importe quelle déclaration de guerre. Au cours des 48 heures suivantes, Julien a fait 3 choses que personne dans le milieu souterrain de Marseille n'a vu venir. Premièrement, il a contacté Margot Chen, la meilleure avocate d'affaires de la ville, une femme connue pour ne jamais accepter de clients liés au monde criminel. Mais lorsque Julien s'est assis en face d'elle, dans un bureau vitré surplombant le port, et a dit qu'il initiait le processus ardu de légaliser ses opérations, de déplacer chaque opération dans des entreprises sous licence, de payer toutes les taxes, de rendre chaque euro transparent, Margot Chen s'est adossée et a écouté pendant 2 heures complètes. Quand il est parti, elle l'avait signé pour être son conseil. Deuxièmement, il a remis à Édouard une clé USB contenant l'ensemble complet des dossiers financiers que ces gens avaient assemblés sur Moreau et Lefebvre. Non pas les dossiers commerciaux légitimes, mais des preuves de ce que les 2 hommes avaient caché pendant des années. Les chemins empruntés par l'argent, les transactions jamais enregistrées, les noms jamais autorisés à apparaître sur le papier. Édouard a pris la clé USB et a immédiatement compris quand Julien a parlé. Envoyez-la au SRPG de manière anonyme. Assurez-vous qu'elle ne puisse pas être tracée. La troisième chose était la plus inattendue de toutes.
Et elle a commencé par un appel téléphonique que Clémence Leroy a reçu tard dans l'après-midi du deuxième jour. Clémence était assise dans la salle de rédaction, l'écran de son ordinateur ouvert sur l'article qu'elle avait publié sur moi 2 jours plus tôt. Plus de 5000 commentaires en dessous, le nombre de vues continuant de grimper. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu, elle a répondu, et la voix à l'autre bout a failli la faire échapper son café. Ici Julien Dubois, a dit la voix profonde et calme. Je voudrais vous inviter chez moi. Une interview exclusive, sans condition. Clémence est restée silencieuse pendant 10 secondes, parce qu'en 20 ans de reportage, elle n'avait jamais reçu un appel d'un patron de la mafia, l'invitant chez lui après qu'elle venait de publier un article et attaquant la personne la plus proche de lui. Chaque instinct de journaliste en elle criait au piège. Chaque instinct humain en elle criait au danger. Mais l'instinct qui chassait les histoires lui disait que c'était l'histoire. Et cet instinct était plus fort que les 2 autres réunis. Elle est arrivée au manoir Dubois le lendemain après-midi avec un enregistreur dans son sac et un scepticisme affûté depuis 2 décennies. Elle s'attendait à des menaces ou à de la corruption ou à être enfermée dans une arrière-salle et forcée de rétracter son article. Elle s'était préparée à tout cela, mais elle n'était pas prête à ce qu'elle a réellement vu. Édouard l'a conduite le long d'un long couloir jusqu'à la porte de la cuisine, et quand elle s'est ouverte, Clémence Leroy s'est arrêtée net. Dans la cuisine inondée par le soleil de fin d'après-midi, Marie Duval était debout devant le comptoir, pétrissant de la pâte, son tablier brodé de lavande saupoudré de farine blanche. Et à côté d'elle, en équilibre sur une chaise haute, se trouvait Pierre Dubois, l'enfant de 5 ans que tous les dossiers médicaux décrivaient comme s'éteignant. L'enfant que de douzaines de médecins avaient déclaré ne plus vouloir vivre, riait aux éclats parce que Marie lui avait barbouillé le nez de farine et lui avait rendu l'appareil sur la joue. Il se jetait de la farine comme de la neige. La cuisine est devenue blanche, les rires résonnaient sur les murs. Et Pierre, l'enfant que Clémence n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait lu en écrivant son article, l'enfant qu'elle décrivait comme une victime exploitée, était en vie, vraiment en vie. Des yeux brillants, des joues roses, riant si fort que toute la cuisine semblait trembler. Clémence s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a senti le sol sous elle bouger. Parce que c'était une bonne journaliste, et les bonnes journalistes savent quand elles ont tort, et elle regardait la preuve vivante que son article n'était pas la vérité. C'était une version construite à partir de voix amères et un manque de patience pour creuser plus profondément. Julien est apparu à côté de Clémence, non menaçant, non en colère, simplement debout là, regardant dans la même direction qu'elle, observant Pierre et Marie dans la cuisine. Puis il a parlé, sa voix basse mais non froide. Vous avez raconté la moitié de l'histoire. Je veux que vous entendiez l'autre moitié. Il a conduit Clémence dans le salon, a placé la photographie d'Hélène de Saint-Malo devant elle, avec la fissure traversant en diagonale le verre, et il lui a raconté, il lui a parlé d'Hélène, la femme qui s'arrêtait sur le bord de la route pour aider des inconnus. Il lui a parlé d'une nuit pluvieuse à Saint-Malo 8 ans plus tôt, quand Hélène s'est assise à côté d'une fille sans abri de 19 ans et lui a mis une boîte de soupe chaude dans les mains avec une seule phrase. Il lui a raconté comment cette fille avait grandi, erré, sans abandonner. Et 8 ans plus tard, se tenant au portail d'Hélène et cuisinant le premier bol de ragoût que Pierre avait accepté après 4 mois de vouloir suivre sa mère dans la mort. Il a placé chaque preuve devant Clémence. La photographie d'Hélène à Saint-Malo, le nom du café correspondant, le timing correspondant, le manteau de laine grise que Marie avait décrit avec des détails exacts avant même de voir la photo. Pas une histoire que quelqu'un pourrait inventer, pas une coïncidence que quelqu'un pourrait arranger. Clémence Leroy était assise dans le salon du manoir Dubois, son enregistreur en marche, stylo à la main mais n'écrivant pas, et elle a réalisé qu'elle tenait la plus grande histoire de sa carrière, non pas un scandale à propos d'un patron de la mafia et d'une chef mystérieuse. Une histoire à propos d'une femme morte plantant une graine de gentillesse sur un trottoir pluvieux.
Et cette graine grandissant en un feu qui a sauvé son propre fils, une histoire d'un destin, d'un amour qui dépasse la mort, d'une boîte de soupe chaude sur un trottoir glacé changeant 2 vies inaperçues jusqu'à 8 ans plus tard. Clémence a éteint son enregistreur, a regardé Julien, et pour la première fois de ses 20 ans de carrière, elle a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à un sujet d'interview. « Je suis désolé. » Puis elle a rallumé l'enregistreur et a dit « Racontez-moi tout depuis le début. » 3 jours après l'interview avec Clémence Leroy, les invitations à la réunion annuelle de la Pègre de Marseille ont été envoyées. Ce n'était pas une fête ordinaire. Une fois par an, tous les patrons s'asseyaient dans la même pièce à l'hôtel Intercontinental Marseille. Hôtel-Dieu buvait des alcools chers, dînait sur des nappes blanches et décidait qui dirigerait l'année à venir. Cette année, tout le monde savait que la nuit serait différente. Des rumeurs d'un vote de défiance s'étaient répandues partout, et tous les regards étaient fixés sur Julien Dubois, attendant de voir si le parrain arriverait seul ou amènerait une armée. Il a amené Marie. Quand les doubles portes de la grande salle de bal se sont ouvertes, Julien Dubois est entré dans un costume noir parfaitement ajusté, l'encre de son cou visible au-dessus du col blanc, les yeux gris balayant la pièce avec le calme d'un homme qui était entré dans cette pièce 20 fois et n'en était jamais reparti en perdant. Et à côté de lui, ma main posée légèrement sur son bras, il y avait moi, Marie Duval. Je portais une simple robe bleu foncé que Julien avait discrètement arrangée pour moi. Pas clinquante, pas excessive, juste assez pour dire que j'étais à ma place ici. Non pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais choisi d'être là. Mes cheveux étaient soigneusement relevés, révélant la ligne de mon cou et mes épaules droites. Et je suis entré dans une pièce remplie des hommes les plus dangereux de la ville, sans baisser la tête, sans ralentir mes pas, sans serrer Julien plus fort, me déplaçant d'un pas régulier, celui de quelqu'un qui avait autrefois marché sur les trottoirs gelés de Saint-Malo sans tomber, et n'avait donc aucune raison de tomber sur des sols en marbre. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les verres sont restés en l'air, et tous les regards se sont tournés vers le couple, avançant dans l'allée centrale vers la table principale. Luc Moreau était assis à l'extrémité. Un fin sourire sur ses lèvres, mais ses yeux se sont rétrécis quand il m'a vu, car il s'attendait à ce que Julien vienne seul ou avec des gardes, pas qu'il amène la chef comme une déclaration. Antoine Lefebvre était assis à côté de Moreau, son visage illisible, les doigts tapant légèrement contre son verre, le rythme un peu plus rapide que d'habitude. Édouard Leclerc se tenait derrière Julien comme une ombre, les yeux scannant la pièce, la main à son côté, prêt à tout. Julien a tiré une chaise pour moi et m'a placé à côté de lui au centre. Puis il s'est levé. Personne ne l'a invité à parler. Personne n'en a eu besoin, car quand Julien Dubois se levait, la pièce écoutait. C'était une sorte de pouvoir construit sur 20 ans et non effacé par un seul vote. 20 ans que je suis assis à cette table, a-t-il commencé, sa voix profonde portant dans tous les coins sans micro. Parce que sa voix elle-même était une arme que tout le monde là-bas comprenait. J'ai bâti un empire sur la force de mon nom et la netteté de chaque décision que j'ai prise. Vous êtes venus ici ce soir pour voir si je suis devenu faible, pour voir si les rumeurs sont vraies. Il a marqué une pause, ses yeux gris se déplaçant lentement de visage en visage, notant qui soutenait son regard et qui le détournait. Les rumeurs sont en partie vraies. J'ai changé. Un murmure sourd a parcouru la pièce. Moreau s'est penché en arrière, son sourire s'élargissant. J'ai passé 5 ans à protéger un trône et j'ai oublié que ce trône tuait mon fils. Mon fils a arrêté de manger le jour où sa mère a été enterrée. 20 des meilleurs médecins du pays ont dit qu'ils ne voulaient plus vivre. 50 chefs de renommée mondiale sont venus et repartis. 5 millions d'euros de récompenses sont restés non réclamés. J'avais tout. Et je ne pouvais pas sauver mon enfant. La pièce est devenue absolument silencieuse. Le genre de silence lourd. Parce que même dans une pièce remplie d'hommes qui tuaient sans ciller,
Personne n'était à l'abri de la douleur de perdre un enfant, car peu importe ce que leurs mains avaient fait, la plupart d'entre eux étaient des pères. Puis cette femme est arrivée, a dit Julien, sa main posée légèrement sur le dossier de ma chaise sans me toucher, comme pour faire savoir au monde que j'étais là sans me transformer en possession. Elle n'a apporté ni diplôme, ni âme, ni nom. Elle a apporté un vieux tablier et la recette de sa grand-mère, et elle a sauvé mon fils quand le monde avait déjà abandonné. Moreau s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol en pierre, sa voix coupant l'air comme s'il avait attendu assez longtemps pour cette performance. Une histoire touchante, Dubois, a-t-il dit, les yeux froids, la bouche courbée en un sourire que tout le monde reconnaissait comme le sourire d'un homme qui frappe. Mais les dragons ne règnent pas avec des larmes. Vous vous tenez devant nous avec une chef que personne ne connaît. Au milieu d'un scandale qui détruit la crédibilité de toute cette organisation, vous choisissez une fille plutôt que votre devoir. Vous devenez faible, et nous pouvons tous le voir. Quelques têtes ont hoché autour de la table. Antoine a fixé son verre, sans hocher la tête, sans s'y opposer non plus. Son silence plus fort que des mots. Moreau a tendu la main comme pour saisir la victoire. Je demande un vote maintenant. À ce moment-là, les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Édouard Leclerc est entré, et sur son visage habituellement impassible se lisait quelque chose de nouveau. Non pas de l'inquiétude, non pas de la tension, mais le calme de quelqu'un qui connaissait l'issue du jeu depuis longtemps. Il a marché jusqu'à Julien et s'est penché pour parler doucement, mais assez fort pour que Moreau voie que l'expression de Julien n'avait pas changé, car rien n'avait besoin de changer lorsque les événements se déroulaient exactement comme prévu. Julien a fait un petit signe de tête, puis a regardé Moreau avec une expression qu'Édouard dirait plus tard être la seule fois où il avait vu son patron sourire avec des yeux complètement calmes. « Avant de voter, a dit Julien, sa voix comme de la soie posée sur une lame, vous voudrez peut-être vérifier vos téléphones. » Une seconde s'est écoulée, puis deux, puis les téléphones ont commencé à vibrer dans toute la pièce comme des insectes d'été. L'un après l'autre, des messages arrivant simultanément de différentes sources avec le même contenu. Le SRPG vient de perquisitionner les bureaux de Luc Moreau dans le quartier du Panier à Marseille. Au même moment, des agences fédéraux scellent le penthouse d'Antoine Lefebvre sur le port. 2 perquisitions à la fois, des preuves anonymes, des dossiers détaillés jusqu'au dernier euro, chaque chemin emprunté par l'argent, chaque transaction tenue hors des livres, chaque secret que Moreau et Lefebvre avaient caché pendant des années. Tout cela reposait maintenant sur les bureaux du SRPG. Moreau a fixé son téléphone, son visage passant du rouge au blanc en 3 secondes. Le blanc d'un homme regardant le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il a levé les yeux vers Julien, et pour la première fois, ce qui remplissait ses yeux n'était pas le mépris ou la rage, mais la compréhension brutale qu'il avait perdue avant même que le combat ne commence. Antoine s'est levé d'un bond, sa chaise s'écrasant en arrière, son visage tordu entre la panique et la fureur. Mais aucun mot n'est venu parce que pouvait-il dire quand tout ce qu'il avait construit dans l'obscurité venait d'être traîné à la lumière? La pièce a éclaté dans le chaos. Des hommes qui s'étaient moqués de Julien échangeaient maintenant des regards frénétiques. Des hommes qui l'avaient trahi par leur silence tâtonnaient pour leur téléphone afin d'appeler des avocats. Et au centre de tout cela, Julien Dubois est resté assis, les mains posées sur la table, les yeux calmes alors qu'il regardait l'ancien monde s'effondrer devant lui. Il n'a pas frappé avec les poings. Il n'a pas frappé avec des armes. Il n'a pas frappé avec du sang. Il a frappé avec la lumière, exactement comme il l'avait dit à Édouard dans la voiture ce jour-là. Il a tout traîné au soleil et a laissé la lumière faire le reste. Je me suis assise à côté de lui et silencieuse. Mais sous la table, ma main a trouvé la sienne et s'est refermée dessus, douce mais certaine, et Julien a refermé sa main sur la mienne parce que c'était la femme qui lui avait dit de changer les règles. Et il avait écouté. Au milieu de ce chaos, au milieu de la vibration incessante des téléphones,
Du raclement des chaises et du bruit des hommes les plus puissants de Marseille s'empressant d'appeler leurs avocats, Julien Dubois a fait quelque chose que personne dans la pièce n'attendait. Pas même moi. Il a relâché ma main, s'est levé et s'est tourné vers moi. Tout autour d'eux tournait encore, mais il m'a regardé comme s'il n'y avait que 2 personnes dans la pièce, comme si le bruit n'était rien de plus que la pluie tapant contre une vitre, un son avec lequel il avait appris à vivre depuis longtemps et qu'il n'avait plus besoin de craindre. Il a glissé sa main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en a sorti une petite boîte enveloppée de velours noir. J'ai vu la boîte et j'ai su. J'ai su avant qu'il ne l'ouvre, avant que la lumière du lustre ne se reflète sur ce qui se trouvait à l'intérieur, parce que les yeux gris qui me regardaient maintenant n'étaient pas les yeux du parrain. Pas les yeux d'un patron, pas les yeux d'un homme qui venait de faire tomber 2 ennemis sans lever le poing. C'étaient les yeux de l'homme qui s'était assis sur le sol de la cuisine à 2 heures du matin et m'avait parlé des crêpes souriantes que sa femme faisait autrefois pour leur fils, les yeux d'un père qui avait pleuré sans bruit derrière une porte de chambre quand il avait entendu la cuillère toucher le bol pour la première fois en 4 mois. Julien a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en or, simple et élégante, discrète d'une manière que personne n'aurait attendu d'un homme de sa richesse. Sertie, une pièce d'ambre, de la couleur du miel, chaude, brillante sous les lumières avec une teinte brun doré qui rappelait la richesse du bœuf bourguignon, mijotant doucement dans une marmite, le miel que je versais sur les flocons d'avoine de Pierre le matin, la couleur de la lumière du feu dans la cuisine chaque soir quand nous nous asseyions tous les 3 ensemble, la couleur de la chaleur. Puis Julien Dubois, l'homme dont le nom seul faisait trembler les plus grandes figures de Marseille, s'est agenouillé sur le marbre de la salle de bal de l'hôtel Intercontinental. Juste là, devant les hommes qui voulaient le voir tomber, devant les hommes qu'il venait de vaincre, devant l'ancien monde qui s'effondrait autour de lui, et il a levé les yeux vers la femme qui, 8 semaines plus tôt, s'était tenue trempée de pluie à son portail, portant un sac à dos taché de sel et des chaussures déchirées. La salle de bal, encore sous le choc, est progressivement tombée dans le silence, alors que personne après personne ne réalisait ce qui se passait. Moreau s'est figé au milieu d'un appel. Antoine a oublié sa propre panique. Tous les regards dans la pièce se sont fixés sur l'homme agenouillé et la femme debout devant lui. Marie Duval, a dit Julien, sa voix ferme et claire, inébranlable, portant à travers le silence jusqu'à chaque coin de la pièce. Je ne vous offre pas un trône bâti sur le sang. Je ne vous offre pas un empire élevé dans l'obscurité. Je vous offre un foyer, une vie que nous reconstruirons depuis le début. Je choisis la famille. Je vous choisis. Voulez-vous être ma femme? J'ai regardé en bas vers lui. L'homme que j'avais craint la première fois que je l'avais rencontré dans l'escalier. L'homme qui avait posé un verre d'eau à côté de moi à 2 heures du matin pendant que je pleurais sur le sol de la cuisine sans dire un mot. L'homme qui avait écrit 8 mots sur un bout de papier pour m'empêcher de partir. Mes yeux se sont remplis, les larmes s'accumulant au bord mais ne tombant pas. Mon dos droit, mon menton levé. Parce que Marie Duval avait survécu à trop de tempêtes pour s'effondrer au plus beau moment de sa vie, je me tiendrai debout pour le recevoir. Mais avant que je ne puisse parler, les portes de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes et Édouard Leclerc est entré pour la 2e fois cette nuit-là. Pas seul, cette fois. Il tenait la main d'un garçon de 5 ans en pyjama rayé bleu clair et pantoufles d'ours en peluche, clairement tiré de son sommeil et amené ici. Les cheveux hérissés d'un côté, les yeux clignant sous la lumière du lustre. Dans les mains de Pierre se trouvait une petite marguerite blanche, ses pétales légèrement meurtris, clairement cueillis dans le jardin par de petites mains maladroites, la tige courte et maculée de terre, parfaite de la manière dont seules les choses faites avec un amour pur peuvent être parfaites. Édouard dira plus tard que lorsqu'il est allé chercher Pierre, comme Julien l'avait arrangé à l'avance, le garçon était déjà éveillé, assis sur son lit, serrant la fleur qu'il avait couru cueillir dans le jardin cet après-midi-là. Personne ne lui avait dit.
Personne ne l'avait suggéré. D'une manière ou d'une autre, le petit garçon de 5 ans savait que cette nuit comptait et qu'il devait apporter quelque chose pour Marie. Et la seule chose qu'il savait donner était une fleur du jardin où il avait appris à rire à nouveau. Pierre a couru à travers une pièce remplie des hommes les plus dangereux de la ville, ses pantoufles claquant doucement contre le marbre, n'ayant peur de personne car à ses yeux, il n'y avait pas de loup ici, seulement son père agenouillé et moi debout, et il avait besoin d'être entre nous. Il s'est arrêté devant moi, a levé les yeux, a tendu la marguerite blanche des 2 mains, et a dit d'une voix claire et petite qui a résonné dans la pièce silencieuse. Pour Marie. Pierre l'a cueilli pour Marie. Les larmes que j'avais retenues sont finalement tombées. Je me suis agenouillé à la hauteur de Pierre. J'ai pris la fleur dans mes 2 mains comme si c'était la chose la plus précieuse qu'on m'ait jamais donnée, et j'ai embrassé son front. Merci, mon chéri, j'ai chuchoté. Puis je me suis levé, j'ai baissé les yeux vers Julien, toujours agenouillé, la marguerite blanche fanée dans ma main gauche, et j'ai dit un seul mot, léger comme un souffle, mais résonnant dans la pièce comme de la musique. Oui. Julien a pris ma main et a glissé la bague d'ambre couleur miel sur mon doigt. Et quand il s'est levé, il ne m'a pas embrassé sur les lèvres. Il a embrassé mon front doucement, s'attardant devant tout le monde, de la manière dont on marque quelque chose de sacré. Quelques-uns des jeunes hommes ont commencé à applaudir, de manière dispersée au début. Puis d'autres se sont joints, non pas parce qu'ils approuvaient ou se sentaient émus, mais parce qu'ils venaient d'assister à quelque chose que personne n'avait jamais fait en 20 ans de ces rassemblements. Un parrain s'agenouillant devant une chef sans nom et la choisissant plutôt qu'un trône. Mais le moment que je porterai pour toujours n'était pas la bague ou la demande ou les applaudissements. C'était le moment qui a suivi quand Pierre s'est tenu entre eux et a tendu la main pour prendre celle de son père avec sa droite et la mienne avec sa gauche. 3 mains jointes, la main rugueuse et tatouée de Julien, mes mains usées par les couteaux et l'eau chaude, et la petite main de Pierre entre elles. La main qui 8 semaines plus tôt avait été trop faible pour tenir une cuillère. 3 mains jointes au centre d'une pièce qui se désintégrait au milieu d'un vieux monde qui s'effondrait, et le message était plus clair que n'importe quel discours. Julien Dubois n'était pas devenu faible. Il avait trouvé la raison d'être incassable. Il a choisi la famille plutôt qu'un trône, et dans la façon dont il tenait la main de la fille trempée par la pluie, qui se tenait autrefois à son portail avec un sac à dos taché de sel, il est devenu l'homme le plus fort que Marseille ait jamais vu. Non pas parce qu'il pouvait tout détruire, mais parce qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. D'ailleurs, auriez-vous cru cela possible, vous? Voir un tel homme changer autant, renoncer à tant de choses pour un sentiment qu'il avait à peine le droit de reconnaître? Dans les mois qui ont suivi cette nuit à l'hôtel Intercontinental, Julien Dubois a fait ce que personne dans le monde souterrain de Marseille ne croyait possible. Il a démoli l'ancien empire et l'a reconstruit à partir de zéro. Non pas par la violence ou par la fuite, mais avec des avocats, avec des licences, avec des signatures, une par une, sur chaque contrat légal que Margot Chen plaçait devant lui chaque jour. Le port de Marseille, autrefois l'artère principale de la pègre de Dubois, a été complètement transformé en transport alimentaire légitime, important des ingrédients de haute qualité du monde entier. Épices d'Inde, huile d'olive d'Italie, bœuf d'Argentine, tout documenté, tout taxé, tout estampillé de l'approbation fédérale. Moreau et Lefebvre ne sont jamais revenus à la table. Le SRPG a gardé les 2 hommes piégés dans des enquêtes qui ont traîné pendant des mois. Des preuves trop détaillées et trop propres pour qu'un avocat puisse les démêler. Et l'ancien monde s'est effondré, non pas avec des coupes de feu, mais avec le bruit du papier qui tourne dans une salle d'audience fédérale. Édouard Leclerc est resté aux côtés de Julien, non plus comme chef-garde du corps d'un parrain, mais comme chef de la sécurité d'une entreprise légitime, et il disait à quiconque posait la question que le travail était bien plus ennuyeux maintenant, mais qu'il dormait mieux. 6 mois après la demande en mariage, Julien et moi avons ouvert Le Foyer, Hearthstone, dans une petite rue du Panier,
à 3 pâtés de maison du manoir Dubois. Le restaurant n'était pas grand. Il n'était pas ostentatoire. Le design mélangeait lignes modernes et chaleur, murs de briques apparentes, tables en bois simple, une cuisine ouverte où les clients pouvaient observer la cuisson, et une grande cheminée au milieu qui brûlait chaque nuit parce que je disais que chaque maison a besoin d'un foyer, et ce restaurant était notre foyer pour tout le monde. Le menu était une cuisine réconfortante, rehaussée de touches de haute gastronomie. Bœuf bourguignon de Méméjane préparé avec du bœuf argentin de première qualité. Pâté en croûte au poulet avec des champignons truffés. Macaroni au fromage avec 3 sortes de fromages importés de France. Crumble aux pommes avec des pommes biologiques d'un verger de Bretagne. Chaque plat portait l'âme de la maison, élevé par les meilleurs ingrédients du monde, tout comme ma vie, partant de rien, mais ne perdant jamais ses racines. Le soir de l'ouverture, une file s'étendait dans la rue, non pas parce que les gens craignaient le nom des Dubois comme autrefois, mais parce qu'ils voulaient goûter la nourriture qui avait sauvé l'enfant dont la ville avait entendu parler. Clémence Leroy a publié son nouvel article le jour même où le foyer a ouvert. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un scandale ou une révélation. Cette fois-ci, elle a raconté la vraie histoire. L'histoire d'Hélène Dubois s'asseyant à côté d'une fille sans abri sur un trottoir pluvieux de Saint-Malo 8 ans plus tôt. La boîte de soupe chaude et les mots « n'abandonne pas ». La fille grandissant et franchissant le portail d'Hélène pour sauver l'enfant qu'Hélène n'avait pas pu rester pour sauver. L'article s'est répandu à travers la France en quelques jours. Non pas à cause d'un scandale, mais parce que parfois le monde a encore besoin qu'on lui rappelle que les plus petits actes de gentillesse peuvent changer une vie entière. 10 ans plus tard, le manoir Dubois du Panier se tenait toujours. Mais quiconque passait devant ne devinerait jamais qu'il avait autrefois été une forteresse du plus célèbre parrain de Marseille. Le portail en fer était souvent ouvert, non pas par un manque de sécurité, mais parce que son propriétaire n'avait plus besoin de s'enfermer derrière de hauts murs. Le jardin froid et impeccablement entretenu du passé était devenu une pelouse magnifiquement désordonnée, avec une balançoire, un petit toboggan, un petit potager où je cultivais du thym et du romarin, et un golden retriever nommé Poivre, en hommage au vieux chat de Méméjane allongé sur le dos sous le soleil de l'après-midi. À l'intérieur, le rire remplissait la maison. Non plus le rire d'un seul enfant, mais le rire de 3. Aux côtés de Pierre, Julien et moi avions une fille de 6 ans avec les yeux gris de son père et un fils de 3 ans avec le sourire chaleureux de sa mère. Pierre avait 15 ans maintenant, grand et fort, avec les cheveux bruns d'Hélène et les yeux gris perçants de son père qui avait depuis longtemps repris vie. Aucune trace de l'enfant creux qui gisait autrefois au milieu des draps blancs, attendant de mourir. Il adorait cuisiner, passant chaque après-midi dans la cuisine avec moi, apprenant les recettes du carnet de Méméjane. Et il écrivait son premier livre, « Cuisiner pour revenir à la vie », sur le pouvoir curatif de la nourriture à travers sa propre histoire. Les restaurants Le Foyer se sont développés en 5 établissements à travers la France. Et chacun d'eux avait une cheminée au centre, une cuisine ouverte, et sur le mur une copie encadrée des mots de Méméjane. La nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit l'âme. Julien était un homme d'affaires légitime. Maintenant, son nom n'était plus lié à la pure, mais à la chaîne de restaurants de cuisine réconfortante la plus appréciée de la Côte d'Azur. Les tatouages sur son cou et ses bras étaient toujours là, une carte d'un passé qui ne pouvait être effacé. Mais il ne définissait plus son avenir, tout comme les cicatrices sur mes mains, dues à des années de plonge et de brûlure d'huile, demeuraient, mais maintenant elles n'étaient que des rappels que j'avais traversé le feu sans brûler. Dans le restaurant phare Le Foyer, au Panier, juste à côté de la cheminée, il y avait une vitrine murale. À l'intérieur pendait le vieux tablier en coton blanc de Méméjane, jauni par l'âge. La petite fleur de lavande brodée dans le coin était fanée. Le fil effiloché, mais la forme toujours là. Et juste à côté du tablier se trouvait une petite photographie encadrée.
Hélène Dubois, souriant devant un café de Saint-Malo, en Bretagne, portant son manteau de laine grise, le verre fissuré remplacé, mais le cadre original toujours conservé. Deux femmes qui ne s'étaient jamais connues. Mémé Jeanne, une pauvre grand-mère en Bretagne qui avait appris à sa petite fille à cuisiner avec son cœur. Hélène Dubois, une épouse généreuse qui s'était arrêtée au milieu d'une nuit pluvieuse pour offrir une soupe chaude et une phrase assez forte pour maintenir une fille sans abri en vie. Deux femmes dans deux mondes différents qui ne se sont jamais rencontrées, n'ont jamais connu le nom de l'autre. Pourtant, ensemble, elles ont sauvé une famille. Cet après-midi, le soleil se couchait sur Marseille. L'or orangé se répandait sur le toit du manoir Dubois, se déversant par la fenêtre ouverte de la cuisine, où je me tenais, cuisinant du bœuf bourguignon dans la vieille marmite en fonte que j'avais apportée de Bretagne des années plus tôt. Julien se tenait derrière moi, la main sur mon épaule, regardant le jardin, où trois enfants jouaient avec Poivre, leur rire se mêlant à des aboiements joyeux, et l'odeur du thym frais s'infiltrant du petit carré de jardin. L'air ne sentait plus le cigare et les secrets, ne sentait plus la peur et le pouvoir. Il ne sentait que le temps, le pain grillé, le bœuf bourguignon mijoté lentement, et la paix d'une famille qui avait enfin trouvé son chemin vers le foyer. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si c'était ma place. Probablement les deux, n'est-ce pas? La vie est compliquée, pleine de nuances. Rien n'est jamais noir ou blanc. Nous avons bâti quelque chose de beau, de fort, mais les cicatrices sont là, sous la surface, des rappels silencieux de d'où nous venons. Et c'est bien ainsi. C'est notre histoire, la mienne, celle de Julien, de Pierre et de nos filles. Une histoire qui n'aurait jamais dû exister, et pourtant, elle est là, imparfaite, mais tellement